Loué soit Jésus-Christ. Ici Anek pour Radio Regina. Voilà, nous voici pour la seconde partie sur l'émission consacrée à l'Afrique, aux côtés de l'ami Guillaume. Rebonsoir. Rebonsoir à toi et à tous les auditeurs. Alors, la fois dernière, donc, si je me souviens bien, on avait survolé pas mal de choses. Il y avait eu l'Afrique vue par la Sainte Bible. Déjà, on avait commencé directement par ça. Il y avait eu l'Éthiopie, on avait abordé aussi un peu la Berbérie, en tout cas le nord de l'Afrique, dans l'époque un peu plus antique, de façon plus historique. On avait déjà vu un petit peu aussi les questions de panafricanisme. On était déjà parti un peu là-dessus. Et évidemment, je crois qu'il y avait aussi, peut-être qu'on avait commencé un peu sur l'esclavage, les questions d'esclavage. Et on avait coupé plus ou moins à ce moment-là. Ouais. On a encore pas mal de choses à dire, j'imagine. Surtout ce qui concerne un peu donc l'Afrique vue par le catholicisme, évidemment avec nos yeux un peu européens, mais en tout cas universalistes. Et je rappelle encore une fois aux auditeurs que toi-même tu es en partie africain, puisque tu es métis et que tu as vécu une bonne partie de ta vie en Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Tout à fait. Absolument. Allons-y alors. Oui. Très bien. Du coup, rapidement le plan. Donc, on va parler d'abord de l'Afrique. On va reparler de l'esclavage, mais on va un peu d'abord parler de. On avait abordé l'Éthiopie, l'Afrique du Nord, et là, on va parler d'une troisième partie géographique de l'Afrique, donc l'Afrique subsaharienne, et on va parler un peu de l'évangélisation de cette partie de l'Afrique, qui est plus tardive que, évidemment, les deux autres parties qui ont été évangélisées très tôt. Ouais. Ça, c'est obligé de parler de tout ça, ça c'est certain. Évidemment. Bien sûr, c'est parce que c'est une histoire un peu différente et surtout passionnante, qui nous concerne plus d'un point de vue, on va dire, chronologique, puisque c'est plus proche de nous, on va dire, dans le temps, et ça a encore pas mal d'implications, et puis on parlera plus tard sans doute des problèmes liés à Vatican II et à la révolution moderniste, les effets que ça a eu en Afrique, c'est aussi quelque chose à dire. D'accord. Donc on va parler de ça, ensuite on va parler aussi de la question de l'esclavage, qui est aussi un gros point, et on va parler ensuite plutôt de la période coloniale, qui est encore là aussi, il y a deux, trois choses à dire. Et à la fin de l'émission, on parlera plutôt de toutes de l'actualité, donc Vatican II, les effets, mais aussi avec tout ce qui est panafricanisme, kémitisme, rastafarisme et tous les problèmes que ça cause au niveau des consciences, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, puisque c'est ça le problème. Le gros problème qu'on a, et c'est tout l'intérêt de cette excellente émission, c'est que il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure au niveau historique, en plus de la question spirituelle, mais au niveau historique, il y a entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, beaucoup de propagande, beaucoup de manipulation dans les sciences historiques modernes, notamment manipulées par les gauchistes, manipulées par les universitaires et tous les auteurs décoloniaux. Complètement. Post-marxistes, tout ce que vous voulez, donc sans compter bien sûr la négritude, tout ce courant qui est essentiellement de gauche et qui est en fait un mouvement essentiellement idéologue et qui refuse en fait la réalité historique. Et donc je vais essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur un certain nombre de points, parce qu'effectivement ça a un énorme impact sur les cervelles et ça abrutit extrêmement non seulement les Africains mais aussi les Européens qui sont... Alors les Européens vont être éduqués à la haine d'eux-mêmes, à la haine de leur histoire, etc. Et en fait, d'un côté comme de l'autre, on va inculquer en fait une fausse histoire. C'est ça le problème. D'un côté comme de l'autre, c'est une histoire fausse qu'on diffuse, qui n'a aucune prise avec la réalité. Et en plus de ça, le problème, c'est que en général, d'un côté comme de l'autre, c'est au détriment de la foi catholique. Et de toute façon, c'est au détriment du réalisme philosophique. Donc, tout à fait. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Et de plein d'autres choses d'ailleurs, au détriment de plein d'autres choses et du progrès technique aussi. Voilà. Ah bah oui. Évidemment. Évidemment, c'est quand même. Ouais. On en reparlera pas sans souci. Donc j'aimerais commencer tout d'abord par parler un petit peu des débuts de l'évangélisation de l'Afrique subsaharienne. Et donc on a évoqué les gloires de l'Éthiopie, les gloires de l'Afrique du Nord, et j'aimerais citer une autre gloire qui est le Congo. Alors qui est très connu aujourd'hui pour ses sapeurs, donc ces individus qui se sapent d'une façon extravagante.
Mais avant toutes ces joyeusetés, eh bien, et avant aujourd'hui, alors l'actualité du Congo, c'est un peu dommage parce que c'est l'une des terres où on voit vraiment fleurir partout des sectes protestantes, des escrocs, là, des pseudo-pasteurs. Mais le Congo a eu le grand privilège d'avoir été l'un des premiers royaumes subsahariens à avoir été évangélisé. Et ceci dès la fin du XVe siècle, plus précisément le 3 mai 1491. Donc à la suite, alors dans les années 480, les Portugais, notamment sous la houlette de l'explorateur Diogo Chao, eh bien, vont commencer à explorer ces régions-là. Ils vont même aller s'enfoncer assez loin dans le fleuve Congo. Et donc, ils vont prendre contact tout simplement avec le royaume du Congo. C'était un royaume déjà assez développé à cette époque. Il ne faut pas croire que l'Afrique était complètement vide. Il y avait déjà plusieurs États, alors certes, qui n'étaient pas d'un niveau de développement comme on le voyait en Europe ou en Asie, mais il y avait quand même des États, des formes étatiques qui étaient présentes. Et donc, les Portugais sont arrivés, ils ont noué des contacts diplomatiques avec des échanges d'ambassadeurs entre le royaume Congo et le Portugal. Donc les Portugais sont revenus avec des missionnaires. Et ces missionnaires ont commencé à évangéliser et ont commencé notamment à convertir la famille royale. Et c'est comme ça donc que le 3 mai 1491, eh bien, le roi Ndinga Nkuvu, si je prends l'accent congolais, donc va se faire baptiser sous le nom de Jean Ier du Congo. Donc c'est le premier roi catholique, en tout cas de l'Afrique subsaharienne, à ce qu'on sache. Et donc ça, c'est très heureux. Alors, le problème, c'est que ce roi ne va pas être très fidèle aux promesses de son baptême, parce que son royaume, évidemment, bon, comme dans tous les royaumes, il a des opposants, il y a des factieux, et il y a une partie du peuple qui voit un petit peu mal l'arrivée de cette religion nouvelle, étrangère, puisque ce sont des païens, et notamment... Ce qui est normal, ouais. Voilà, on l'a vu partout. On l'a vu partout, c'est normal. Ouais. Et le problème, c'est aussi que pour eux, c'est que le catholicisme impose une morale évidemment très stricte et qui interdit notamment la polygamie. Et ça, c'est notamment l'un des points qui pose un gros problème, notamment à ce roi. Il y a aussi des raisons sans doute politiques, parce que qui dit polygamie, ça peut aussi vouloir dire que c'est un roi qui va nouer des alliances avec telle ou telle tribu, machin, donc ça lui assure, on va dire, tu vois, une certaine stabilité. Donc le problème, c'est qu'il doit renoncer, évidemment, à la polygamie. Et en fait, finalement, il va un peu être faible. Il va aller dans le sens de ses compatriotes qui rejettent un petit peu le catholicisme, et il va apostasier. Heureusement, il y a une autre partie de la famille royale, notamment la reine mère, l'une de ses épouses, qui se fait baptiser sous le nom de... alors c'est Léo... je ne vais pas dire de bêtises. La reine mère... Léonore, voilà. Léonore, qui, elle, reste fidèle à la foi catholique. Et ce roi, donc Jean Ier, il a aussi un frère qui s'appelle Nzinga Mvemba, donc qui lui se fait baptiser lui aussi, donc qui est catholique. Et donc cette partie de la famille royale reste fidèle à la foi catholique et dit non, il n'est pas question qu'on accepte qu'on retombe dans le paganisme, mais en fait ils vont renverser, il va y avoir une espèce de guerre civile qui arrive, et donc Jean Ier va être renversé par son frère, qui lui donc est couronné sous le nom d'Alphonse Ier. Et lui vraiment, il va rester fidèle à la foi catholique. Il va même, on va même le surnommer, en tout cas chez les historiens ecclésiastiques, on l'appelle l'apôtre du Congo. C'est un peu le Clovis du Congo en quelque sorte. Et donc voilà, il va diffuser autant qu'il peut la foi catholique, les mœurs catholiques, etc. Donc ça commence très très bien. Mais le problème, c'est une histoire qui est aussi glorieuse qu'elle est tragique, parce que malheureusement, vous avez des mauvaises personnes aussi bien du côté des Africains, des Congolais, que du côté des Portugais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des Africains, puisqu'évidemment l'Afrique était païenne à l'époque, et à cette époque, il n'y avait pas encore, si vous voulez, de grands trafics transatlantiques esclavagistes à grande échelle. On était encore à la fin du XVe siècle. Mais par contre, dans l'Afrique, évidemment, et ça, du trafic esclavagiste, il y en avait à tire-larigot. C'était depuis des siècles, c'était comme ça, quoi. Et là, on est dans l'Afrique équatoriale, on n'est pas dans l'Afrique, on n'est pas dans l'empire du Mali qui est en contact direct avec le trafic arabo-musulman. Là, on est carrément en Afrique subsaharienne, et donc on voit qu'en Afrique subsaharienne, il y avait aussi un intense trafic d'esclaves.
Et en fait, donc une partie de ces Congolais vont s'allier, en fait, en gros, hein, je résume rapidement, vont commencer à faire du trafic d'esclaves avec des Portugais qui, eux, étaient forcément, qui n'étaient pas très moralement, qui n'étaient pas très scrupuleux de ce point de vue-là. Et donc, c'est comme ça vraiment que le trafic esclavagiste de grande échelle va commencer. Donc, on voit ici, alors là, c'est un exemple parlant pour voir, et je vais en reparler un peu plus tard, là, mais ce seul exemple montre à quel point ce trafic esclavagiste, qui évidemment est une conséquence en fait du péché originel, hein, parce que sinon il n'y aurait pas d'esclavage. Premièrement, je rappelle encore une fois que ça existait dans toutes les latitudes, à toutes les époques, dans tous les peuples, dans toutes les races, dans toutes les nations. Il y a toujours eu malheureusement de l'esclavage, qui souvent en fait est de l'esclavage, hein, bien sûr, absolument injustifié. Hein, c'est vraiment de l'exploitation cruelle et criminelle d'autrui. Et donc, on voit ici que ça concerne aussi bien les Africains que les Européens. Donc, certains de ces Congolais païens se sont mis en alliance avec ces Portugais et ont commencé à faire du trafic. Et ça a gravement nui, évidemment, à la perpétuation de l'évangélisation du Congo, voire même de l'évangélisation de l'Afrique. Et ça, c'est vraiment très grave, parce qu'on voit que finalement, cette christianisation, elle a été stoppée, et finalement, elle ne reprendra vraiment que quelques siècles plus tard, c'est-à-dire au milieu du 19e, fin du 19e siècle, quand le Congo sera colonisé par les Belges et par les Français. Et voilà, il y aura les empires coloniaux anglais, français dans le reste de l'Afrique, mais finalement, on voit à quel point ça a été grave, cette histoire d'esclavage, parce que l'histoire aurait pu être tout autre. Et les responsabilités ici sont absolument partagées entre les Africains et les Portugais en l'occurrence. Donc c'est comme ça que voilà, c'est vraiment une histoire triste, hein, parce que pour toutes ces raisons. Mais en tout cas, c'est un petit peu dans ces années-là finalement et dans ces circonstances en fait que commence ce vaste trafic transatlantique. Alors, et là aussi, il faut faire quelques rappels. On voit avec cette histoire que contrairement à ce que prétendent certains de mes amis africains, enfin beaucoup d'Africains qui soient africains, mais surtout ceux de la diaspora et ceux qui sont surtout influencés par toutes ces idées dont on parle, toute cette propagande anti-historique qui consiste à répercuter toutes les responsabilités, tout le mal du monde, et notamment l'esclavage, tout ceci vient de l'homme blanc. L'homme blanc est mauvais, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait que des crimes dans son histoire. Par contre, les Africains, eux, oulala, non, ce sont d'éternelles victimes. Alors ça, c'est un peu le discours, en fait, en gros, qu'on voit dans cette propagande, et qui pollue vraiment aussi bien l'esprit des Européens que l'esprit des Africains. Et c'est surtout très grave pour les Africains pour deux raisons. Premièrement, il faut bien comprendre que quand on cherche à échapper à la réalité historique, déjà c'est un grave problème, si vous voulez, d'un point de vue de l'esprit et de l'honnêteté et de tout ce qui va avec. Quand on se fabrique une histoire qui est complètement fausse et qui ne correspond pas à la réalité, qu'est-ce que ça dit sur notre capacité, notre honnêteté intellectuelle déjà. Deuxièmement, il faut bien voir la façon dont se passait justement ce trafic. Parce que si on en croit, évidemment, certains pseudo-historiens ou voire certains films qui, en fait, à une époque, présentaient en gros les Européens qui débarquent comme ça en Afrique. Et je rappelle que c'est quand même un long voyage, surtout à l'époque, il faut quand même le faire pour partir du Portugal et se balader jusqu'au Congo ou jusque sur le golfe de Guinée. C'est un voyage qui dure je ne sais pas combien de jours, voire des semaines. Et on ne peut pas partir, si vous voulez, avec une flotte de 10 000 gaillards comme ça. Non, les gars, ils arrivent avec quelques caravelles. Je sais pas, moi, ils sont quelques dizaines, voire au maximum quelques centaines de gars. Donc, là, je parle aux Africains. Et quand les Africains refusent la réalité, refusent les responsabilités très importantes d'un certain nombre de royaumes ou d'entités étatiques africaines dans ce trafic esclavagiste, qui existait de toute façon avant l'arrivée des Européens, eh bien je leur dis, mais est-ce que vous réalisez que lorsque vous dites que quelques caravelles européennes qui débarquent comme ça à l'improviste sur une plage en Afrique, vous allez me dire que ces gars-là, qui sont 50, 100 mecs, grand maximum, ils ont été capables, pendant 4 ou 5 siècles, de pouvoir capturer des millions d'Africains, et vous n'avez pas été capable, en fait, de les repousser, de résister à ça. Ça veut dire qu'en fait, voilà, vous étiez des brels, quoi. Vous étiez des incapables. Évidemment, je dis ça de façon un peu brutale pour dire que cette vision de l'histoire est complètement absurde.
les trafiquants européens qui arrivaient en Afrique, ils se rendaient sur des plages, ils allaient à la rencontre, ils nouaient des contacts avec des chefs, des rois, des commerçants, qui étaient leurs contacts commerciaux. Et ces commerçants-là, eux, ils avaient la capacité de les fournir en esclaves, en main-d'œuvre humaine. C'est comme ça que ça se passait. Les Européens n'allaient jamais explorer les terres, premièrement parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Ils ne pouvaient pas venir, comme je l'ai dit, à beaucoup de personnes. Hein. Ils venaient à quelques-uns, et même s'ils avaient des fusils, bon, même s'ils sont 50 ou 100 Européens avec quelques fusils ou quelques canons, ils peuvent pas faire grand-chose face à un continent ou à des pays qui sont pleins de dizaines de milliers d'Africains. Il faut être raisonnable. Donc ces gars-là, ils arrivaient juste comme ça et ils nouaient des contacts avec des Africains locaux, des gars qui avaient les moyens de leur fournir la main-d'œuvre des esclaves notamment, pas seulement des esclaves, hein, mais notamment en ce qui nous concerne ici des esclaves. Et c'est comme ça que ça se passait, tout simplement. Et les vrais Africains, comme moi, les gens qui connaissent l'Afrique, les Africains intelligents, qui connaissent profondément leur histoire, qui connaissent les traditions de l'Afrique, qui connaissent la complexité des ethnies, des nations africaines, etc., savent très bien et n'ont aucune honte de reconnaître que l'histoire africaine a été comme ça. Jusqu'à une période assez récente d'ailleurs, l'esclavage, et ça existe encore même en Afrique, hein, notamment en Mauritanie ou même au Ghana, eh bien l'esclavage continue. Ça a été, malheureusement, ça a été une réalité de l'histoire de l'Afrique pendant très longtemps, ça continue, et on n'a jamais eu besoin des Européens pour que des Africains réduisent un esclavage de trafic africain. Alors, je vais raconter rapidement comment ça se passait en gros. Eh bien, en gros, les Européens ne pouvaient pas aller dans les terres, hein, premièrement parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, et deuxièmement parce que, il y avait des maladies, il y avait des dangers, ils n'allaient pas aller pénétrer dans les terres, ils risquaient de se retrouver face à, je sais pas, une tribu au hasard qui allait les mettre en pièces. Donc, eux, ils restaient sur les côtes, ils ouvraient des comptoirs, ils nouaient des alliances avec des puissances locales, notamment, alors pour moi qui suis ivoirien par ma mère, donc c'est le Golfe de Guinée, c'est l'Afrique de l'Ouest, et dans cette région-là, donc vous avez notamment deux pays importants, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Eh bien, il faut savoir qu'entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, vous avez un peuple très important qu'on appelle le peuple Akan, dont sont issus notamment les Ashanti, les Baoulés, tous ces gens-là. Eh bien, il faut savoir que les Akans, qui ont traditionnellement une forme d'organisation sociale monarchique, d'ailleurs, ils ont encore des royaumes aujourd'hui. Hein. Ma famille habite à Bassam, à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Il y a encore un royaume abouré là-bas, le royaume de Mossou. Et il y a encore un roi. Il est reconnu d'ailleurs par l'État. Hein. C'est comme ça. Heureusement, il est catholique aujourd'hui, mais bon, à une époque, il n'était pas catholique. Et donc, ces royaumes-là ont considérablement prospéré pendant des siècles sur le trafic d'esclaves. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait en Afrique. Toutes les personnes qui sont un petit peu liées à l'histoire profonde de l'Afrique le savent. C'est pas du tout un problème. Oh, je n'ai pas compris. La dernière fois que tu m'avais dit que ton ethnie avait historiquement fui l'esclavage en provenance du Mali. Et là, ça s'est inversé. Vous êtes devenu esclavagiste ou quand... Non, attends. Ou j'ai mal compris. Ma famille habite à Grand Bassam, qui est effectivement dans le pays Akan, mais ma famille est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc de la partie de l'ethnie Kran, comme on appelle ça. Ouais, l'écran. Voilà. Ouais. C'est juste qu'on a déménagé, mais après j'ai aussi de la famille, bien sûr, dans cette région, hein, donc dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est une région, c'est là où vous avez des grandes forêts, avec des éléphants, avec des bêtes sauvages, et aussi c'est là où il y a le cacao, notamment. Et c'est là aussi où il y a pas mal de montagnes, etc. C'est un très beau pays. Mais effectivement, là aussi, alors, je fais bien de me le rappeler, je le rappelle encore une fois, mes ancêtres, on va dire, du côté de ma mère, sont arrivés dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire au XIIe siècle, précisément parce que avant, ces populations Kran habitaient plutôt au sud de l'empire du Mali, donc qui était le grand empire médiéval africain dans l'Afrique de l'Ouest à l'époque, hein, et cet empire-là prospérait en grande partie, notamment par le trafic d'esclaves. Et ça se passait comment ? Eh bien, tout simplement, vous avez des razzias, comme dans le reste du monde musulman, hein, puisque c'est un royaume qui a été islamisé à partir du Xe, XIe siècle. Eh bien, ils faisaient les mêmes techniques, hein, en gros, c'est-à-dire que vous aviez des mercenaires, des bandits qui
qui allaient dans les villages et dans les régions un peu limitrophes de l'Empire et qui allaient tout simplement ratiller des gens. Hein. Ils prenaient des gens comme ça et puis ils les ramenaient dans les marchés d'esclaves à Tombouctou ou ailleurs. Et donc, les ancêtres de ma mère, eh bien, effectivement, ont fui ces régions du sud de l'Empire du Mali, qui correspondraient à peu près aujourd'hui au nord de la Guinée, quelque chose comme ça. Et ils sont descendus plus au sud et ils se sont réfugiés dans les forêts où justement là ils étaient protégés, on va dire, par les éléments naturels. Voilà, ces gens de l'Empire du Mali, comme ils étaient plutôt des Sahéliens, ils n'étaient pas forcément, comment dire, voilà, ils connaissaient pas forcément cet environnement beaucoup plus forestier. Donc là aussi, c'est pour vous dire que cette histoire de l'esclavage, eh bien, un vrai Africain la connaît parfaitement. Mais voilà, donc du coup, t'as pas d'ancêtre esclavagiste, quoi. Non, au contraire, on a toujours été un peuple. D'ailleurs, la tribu de ma mère, ça s'appelle les Wé, et dans leur langue, ça signifie, je crois, les hommes qui pardonnent. Donc, ce sont des gens qui avaient peut-être une prédisposition au christianisme. Hein. La plupart d'entre eux sont devenus chrétiens, notamment catholiques aujourd'hui. Mais voilà, donc on n'a jamais eu cette histoire-là, même s'il y a d'autres personnes dans ce groupe ethnique, les Krans, qui eux, effectivement, notamment ce qu'on appelle les Kroumen, qui eux vivent au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, donc dans la région de Tabou, là où il y a des magnifiques plages. C'est à cheval sur la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et ces Krouman, justement, eux, au contraire, c'était des gens qui étaient très forts justement à la pêche, des navigateurs, hein, des gars qui vont en mer sur des espèces de pirogues, de longues pirogues comme ça. Et eux, en fait, ils travaillaient beaucoup justement pour les navires européens pour charger les esclaves sur les bateaux. Donc, et on voit aussi le même type de population hein, partout, hein, au Cameroun, au Congo, au Nigeria, dans tous ces royaumes côtiers en fait. Il faut bien voir que le trafic esclavagiste pendant longtemps en Afrique, c'était surtout l'apanage de ces royaumes qui étaient à la frontière qui étaient en connexion en fait avec le monde musulman. Donc tous ces royaumes sahéliens, Empire du Mali, Empire du Ghana, le Soudan, puis aussi sur la côte est de l'Afrique, hein, tous ces royaumes-là qui étaient en contact direct avec le monde musulman, avec l'océan Indien, tout ça, eux, ils faisaient pendant longtemps du trafic d'esclaves, mais aussi d'autres produits, hein, avec le monde arabo-musulman, ou avec l'Inde, voire avec la Chine. Et pendant ce temps-là, effectivement, tout le reste de l'Afrique subsaharienne, qui était plutôt orienté sur la côte atlantique, eh bien, effectivement, était, on va dire, un petit peu moins, enfin, elle était beaucoup plus isolée du reste du monde, en fait. Mais à partir du moment où les Européens arrivent, eh bien là, c'est une gigantesque manne, et c'est une grosse opportunité commerciale pour beaucoup de ces royaumes côtiers qui, eux, vont pouvoir justement faire du trafic, notamment d'esclaves. Puisqu'ils peuvent se fournir en esclaves, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes le roi, je sais pas, le roi Akan ou le roi des Ibo, qui sont donc au Nigeria, eh ben, vous faites une guerre contre un voisin, ben, vous prenez des captifs, voilà, vous avez des captifs et vous pouvez les vendre à qui vous donnera de l'argent, quoi, tout simplement. Et c'est comme ça que ça s'est fait pendant des siècles. Ça, c'est la réalité. Donc je dis ça pour bien remettre les pendules à l'heure. Un vrai Africain n'a aucune honte, si vous voulez, à reconnaître ça. C'est une réalité qui a duré très longtemps et qui dure encore aujourd'hui. Au Ghana, qui est un pays très développé au niveau notamment des financiers, industriels. Ils ont même maintenant ils ont même des. Alors non seulement ils ont leur propre monnaie, ça a été l'un des pays qui a fait une révolution nationale dans les années 70, un petit peu avec un esprit panafricaniste, mais quand même efficace puisque effectivement ils ont vraiment bien prospéré, ils ont créé leur monnaie, ils sont très axés sur la finance, la banque, tout ça. Malheureusement, ils sont soit protestants souvent, soit musulmans, mais bon. En tout cas, voilà, c'est des gens assez estimables du point de vue du commerce et tout ça. Eh bien, il faut savoir que même dans un pays comme ça, qui est aussi développé et aussi indépendant, qui n'a aucune, si vous voulez, qui n'est pas spécialement marqué par par le mythe de la victimisation, de la domination de l'homme blanc, voilà, le fameux complot blanc qui continue d'influer, si vous voulez, sur les consciences africaines, noires. Voilà, c'est un peu le laïus hein, des décoloniaux et de tous ces gens-là. Bah non, le Ghana, qui est aussi développé, aussi indépendant, aujourd'hui au Ghana encore, vous avez de l'esclavage. J'ai encore vu un reportage il n'y a pas plus longtemps il y a quelques mois, un reportage de la BBC qui nous parle justement de ces enfants esclaves hein, qui sont carrément achetés comme esclaves et qui travaillent pour des. Alors souvent, ce sont un peu des Ghanéens musulmans, mais bref, c'est de l'esclavage de noirs par des noirs, tout simplement. Donc ça existe encore. Juste pour préciser une petite chose, parce que c'est vrai que, bon, moi, je m'en rends peut-être pas nécessairement compte, mais je me dis que peut-être qu'un Africain qui connaîtrait pas tout ce que tu dis,
serait peut-être un peu perturbé, mais juste pour dire que les Européens n'ont évidemment rien à envier à ce niveau-là, puisque nous-mêmes, avant le christianisme, et même après, on a fait de l'esclavage entre Européens. Je veux dire, c'est Mais bien pas... sûr. voilà, parce que tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, mais tu fais bien de le rappeler parce que le problème, c'est que cette historiographie faussée là, dont on parle, comme je le disais, elle a un impact vraiment très négatif sur l'intelligence elle-même. C'est-à-dire que, voilà, quand on échappe à la réalité, eh bien, on abaisse son intelligence, en fait. Et du coup, ça amène nier, en fait, ces réalités chez les Africains. Le problème, c'est que ça amène vraiment cette culture, en fait, du victimisme, enfin de la victimisation, et qui, en fait, paradoxalement, conduit justement, on le voit surtout chez pas mal d'Africains qui débarquent en France ou qui viennent en France, notamment dans l'immigration récente, qui leur donne, tu sais, des justifications d'avoir la haine contre la France ou contre la Belgique, contre les Européens, contre le monde blanc, alors que premièrement, ils n'ont aucune raison d'en avoir. Et ils vont justifier ça par toutes sortes de choses. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, vous nous avez pillés, vous continuez de nous piller. Mais le problème, c'est que tout ceci, bien souvent, ne repose sur aucune réalité, ou en tout cas sur des réalités qui sont complètement falsifiées. Mais ça, c'est un problème vaste parce que d'un côté, tu as la manipulation, enfin, tu as tout le problème du gauchisme en Europe, notamment dans les études universitaires. C'est de là que ça vient. Hein. C'est de là que ça vient en grande partie, hein, notamment dans... C'est ça. Et Voilà. le mélange de vrai et de faux, c'est toujours ce qui est de plus... C'est ce qui fait plus mal, évidemment. Ouais. De toute façon, c'est essentiellement ça, même s'il y en a carrément là qui vont encore plus loin, mais on voit des Africains qui s'inventent une histoire et c'est vraiment triste et néfaste, hein, parce que on se coupe en fait des réalités. Mais pourtant, si tu veux, moi je disais que, enfin moi j'ai toujours du mal à imaginer en fait qu'un vrai Africain puisse être aussi lobotomisé, parce que moi je me souviens encore quand j'habitais dans la banlieue nord de Strasbourg, j'habitais dans un immeuble où on avait des compatriotes ivoiriens qui habitaient dans le même immeuble, et c'était souvent des anciens. Parce que la jeune génération est vraiment pourrie, hein, surtout ceux qui viennent en France ou qui sont en France depuis quelques années. Forcément, ils ont le cerveau ravagé par le rap, par toute la propagande, Netflix, tout ce que tu veux. Donc pas tous, là, évidemment, on est d'accord que c'est stéréotypé, évidemment, hein, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Et encore une fois, les Européens actuels n'ont rien à envier, parce que aussi, ils ont leurs problèmes. Ça se voit de plus en plus, les Européens sont de plus en plus déconnectés de la réalité. Tu vois, on l'a bien... Voilà. Donc ça, il faut bien préciser que c'est pas... que chacun a ses soucis et que... Voilà. Bien sûr. Simplement. Bien sûr. Effectivement, oui, bien sûr, tout à fait. Hein. Tout le monde a ses tares et tout le monde est affecté, en fait, par tout ça, mais... là, en l'occurrence, j'essaie de m'adresser aux Africains parce que je me souviens très bien, voilà, il y a quelques années, je discutais souvent avec des anciens, tu vois, des vieux pères, comme on dit en Côte d'Ivoire, donc des vieux de la vieille ivoiriens, qui sont d'ailleurs très souvent très drôles et qui aiment beaucoup en fait la culture française, notamment le vin. Bon, ils sont, voilà. Ah, c'est intéressant. Oui, parfois un petit peu trop, mais bon, voilà, c'est notre histoire. Mais quand je les entends y discuter, comme c'est des gens qui connaissent encore un petit peu, si tu veux, l'ancienne époque, bien ils vont pas hésiter à te dire, ah oui, toi tu es issu de la tribu des lobbies, mais les lobbies c'était donc à l'époque les esclaves des baoulés, et un tel et telle tribu c'était les esclaves d'un tel. Donc ils ont pas oublié ça, ils le savent très bien, et c'est vraiment, on voit vraiment que toute cette idéologie, anticolonialiste, machin, qui est venue en fait surtout à partir des années 40, 50, a été très influencé par le gauchisme, le socialisme, l'Union soviétique. Voilà, l'Union soviétique a fait beaucoup de soft power. Et c'est pas fini, c'est toujours la gauche sous toutes ses formes soutient à fond le panafricanisme et le racialisme noir, quoi. Ils sont obsédés par la notion de race. Exactement. Tout à fait. Un truc de malade. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils réveillent finalement, mais ils vont tellement loin qu'en fait, qu'ils exaspèrent du coup beaucoup d'Européens qui n'ont pas forcément non plus, tout à fait. Qui réagissent à ça et qui se disent, puisque ces mecs-là, ils nous attaquent, ils détestent les blancs, du coup, nous aussi, on déteste les noirs, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le poison de toute cette idéologie qui empoisonne tout le monde, en fait. Et c'est ce que les gauchistes veulent pour exister, en fait. Ils ont besoin de ça. Mais oui, bien sûr. Tu vois. Exactement, ouais. Et donc les soviétiques, voilà, ça je vais peut-être un peu loin parce qu'on en parlera peut-être plus tard, mais effectivement, rapidement, il faut savoir que
toutes les élites en fait africaines, des gens comme Félix Houphouët-Boigny, comme Senghor, comme même les Antillais là, du genre Frantz Fanon, tous ces gens-là, et Aimé Césaire, mais aussi même Sankara, hein, malheureusement, qui n'avait pas que des défauts. Ben, tous ces gens-là, à un degré ou à un autre, quand on étudie un peu leurs idées et leurs doctrines, ils ont été très influencés par les idées socialistes. Bien Et sûr. comme par hasard, c'est un peu les gens que notamment la Quatrième République a mis un petit peu en avant. Voilà, ce sont les gloires de l'Afrique, machin. Ben non, ce sont pas les gloires de l'Afrique. Hein. Les gloires de l'Afrique, ce sont plutôt des gens comme le roi Alphonse Ier, donc Nzinga Mvemba. Ça, ce sont des vrais Ouais. gloires. Mais malheureusement, on les a un peu oubliés. Bon, voilà. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que l'essentiel a été dit. Donc, c'était juste pour rappeler que, voilà, chers Africains, arrêtez d'échapper à la réalité. Vous avez une responsabilité dans l'esclavage, et je dirais que le problème, enfin, ce que vous devez aussi réaliser, c'est que cette responsabilité, elle est aussi due, et on l'a dit dans la précédente émission, elle est aussi due au fait que vous étiez notamment plongé dans le paganisme, et le paganisme étant un vecteur d'immoralité et d'injustice, eh bien, il ne faut pas s'étonner que voilà, qu'il y avait finalement ces rois africains de l'époque, eh bien, ils n'avaient aucun scrupule, si vous voulez, à vendre le gugus qu'ils avaient capturé dans le village d'à côté, ou je sais pas, dans la région d'à côté. Parce que si tu veux, moi j'entends souvent des mecs incrédules, là, des Africains qui n'ont aucune connaissance de leur histoire, qui viennent me dire oui, mais c'est pas possible d'imaginer qu'un noir vende un autre noir, tout ça c'est une propagande blanche, tout ça c'est des mensonges de blancs Ouais. qui ont manipulé l'histoire. Tu vois. Source wordpress.com. Ouais. Source un post sur Facebook au hasard. Bon, Voilà. On a le même problème chez nous, hein, de plus en plus. Hein, on va pas se mentir avec les histoires de complotisme, etc., les gens partent aussi en vrille. Hein. Donc c'est voilà, c'est la même mentalité. Hein, c'est la même mentalité. Hein. c'est ça, c'est On transforme, le complot. on transforme les peut-être en c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça C'est qui ça. m'énerve. Voilà. C'est le complot blanc, là. Alors là, du coup, c'est le complot C'est blanc qui. ouais. Et c'est bizarre parce que ces idées-là, tu vois, en même temps, ces mecs-là sont à fond dans, tu vois, le Wakanda, le panafricanisme, We Were Kings. On a construit les pyramides, on a inventé l'algèbre et tout ça. Bon, même s'il n'y a plus aucune preuve de ces choses-là, mais c'est pas grave. Il y a un prophète, je sais pas où là, qui nous a dit que voilà, on avait inventé tout ça et que en fait, c'est l'homme blanc depuis 2000-3000 ans qui a falsifié toute cette histoire. Tu sais, il y a même ça c'est hallucinant. Il y a des militantes intersectionnelles noires là. J'ai vu ça il y a 1 ou 2 ans. Qui avait sorti tout un livre pour dire que en fait telle ou telle princesse ou reine européenne en fait c'était une africaine. Regardez On voit de tableau. plus en plus ça. Ouais. On voit de plus en plus des discours ainsi. J'ai remarqué. Voilà, du genre, regardez ce tableau, vous voyez que la teinte, en fait, c'était une africaine, regardez ses traits, en fait, c'était une africaine, donc vous voyez, il y a un complot pour masquer l'histoire noire et tout, enfin, des trucs délirants, tu vois, des trucs, tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à ce degré, en fait, de folie, en fait c'est fou. Donc, ce genre de mecs qui me disent, ouais, c'est pas possible d'imaginer que des noirs aient vendu d'autres noirs. Et je lui dis, mais attends, tu te fiches de moi ou quoi? Et ça, c'est souvent des trucs que j'entends de la part de mecs de la diaspora ou des Afro-Américains comme ça. Je dis, mais tu te fiches de moi, toi, tu connais pas la réalité africaine. Aujourd'hui encore, tu as des Noirs qui vendent d'autres Noirs. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi une idée naïve, hein, tu sais, de la solidarité noire. On est tous noirs, donc on est tous les mêmes ou je sais pas quoi. Ben non. Moi, je suis désolé. Je suis ivoirien. Déjà, je suis ivoirien par ma mère. Déjà, pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est même pas une réalité ethnique, tu vois. Mon ethnie, du côté de ma mère, ce sont les Krans. Les Krans, c'est une ethnie bien particulière, avec une langue particulière, avec une culture particulière, qui n'est pas la même que les Akans, qui n'est pas la même que les Malinké, qui n'est pas la même que les Falash, enfin voilà, toutes les autres ethnies. Bien sûr, c'est ça, ils veulent faire de la couleur de peau un peuple, mais c'est n'importe quoi. C'est comme les Blancs, on n'a rien à voir les uns avec les autres. Hein. Mais bien sûr. Voilà, il y a des alliances, il y a des ennemis, c'est comme ça. Hein. Je parle ici plus géopolitique, évidemment, hein, parce que, évidemment, pas individuellement, hein, je veux dire, parce que je vais pas dire que tel peuple est nécessairement mon ennemi, c'est peut-être pas comme ça qu'on parle dans le catholicisme, mais je parle en termes géopolitiques. Alors n'en parlons pas, c'était à de l'Europe de l'Est, voilà, on n'a rien à voir. Mais bien sûr, alors il y a des grands groupes raciaux dans le monde, il y a le monde caucasien, africain, asiatique, tout ce que tu veux, mais dans ces mondes-là, il y a des grandes diversités ethniques. Et donc c'est pareil. Et il n'y a pas de frontières non plus, quoi. Il y a des mélanges sur les... Bien sûr. Tu vois, c'est normal. Hein.
t'as des gens au sud de l'Algérie qui sont quasiment noirs, en fait, ou qui sont. On voit qu'il y a un mélange comme ça entre subsahariens et plutôt maghrébins. Et puis si tu vas au nord de l'Algérie, ben là, tu vas voir des gens blonds, des gens qui ont plutôt Kabyle, tout ça. voilà, un mélange berbéro-européen, tu vois. Donc c'est comme ça. T'as des zones tampons, puis t'as des grands groupes raciaux. Bon. Donc, moi, je dis à ces mecs-là, mais tu te fiches de moi, attends, en Côte d'Ivoire, moi, je suis un cran. Je peux te dire que, par exemple, tu vois, ma famille, enfin, nous, quand j'habitais en Côte d'Ivoire, on a quitté la Côte d'Ivoire il y a quelques années, il y a plus de 15 ans maintenant, précisément parce que tu as eu l'éclatement de la guerre civile. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre civile? Ben, toute la région de ma mère, qui était à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est une région en fait assez isolée du reste du pays, eh bien, elle a été notamment attaquée notamment par les Maliens, encore une fois, enfin par les Maliens, par les gens du Nord, entre guillemets. Et j'ai rien contre eux, hein, j'ai beaucoup d'amis du Nord, ce sont des gens super. Mais là, en l'occurrence, la rébellion qui avait été créée à l'époque, eh bien, c'était souvent des gens du Nord. Et je peux te dire qu'ils sont allés dans la région donc, de ma mère, ils ont pillé des villages entiers, ils ont massacré des gens, brûlé vifs des gens. On a encore des vidéos. Ils ont violé des gamines, des enfants. Ils ont fait un massacre épouvantable. Et là, il n'y avait pas de solidarité noire. Donc, Bah ouais, mais comme ça s'est fait souvent en Europe, hein, je veux dire, les Européens entre eux sont très cruels hein, aussi, hein, voilà, n'en parlons même pas, hein. Bien sûr. C'est la réalité de l'histoire, c'est la réalité C'est comme ça, de hein. l'humanité. Et on voit que tous ces gens en fait, qui sont obsédés par la race, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, ce sont des gens, souvent, bah, on le voit, hein, qui retombent souvent à une vision en fait, très superficielle des choses, très idéaliste, et souvent ils retombent dans une forme de paganisme. Et donc ils sont pas. Bien sûr, bah oui, souvent, hein, bien sûr. Souvent ils sont pas capables, si tu veux, de percevoir ce genre de réalité que nous on connaît en tant que. Alors, soit en tant qu'Européens ou Africains, bien enracinés, on connaît notre histoire, on connaît des réalités, on a même vécu des réalités, on a vécu la guerre. Eh bien, on sait que toutes ces histoires de Black Lives Matter, de tous ces trucs-là, c'est n'importe quoi, c'est de la propagande, ça n'a aucune réalité. Ouais, tu sais qu'il a inventé ça, BLM, tu sais d'où ça vient, ça. Je sais pas trop. Non, mais c'est pas compliqué, c'est deux afro-féministes gauchistes, universitaires. Donc, c'est tout ce que tu veux, désolé de parler ainsi, c'est lesbinage, queer, trans machin, la totale. Et c'est elles qui vont prétendre. Désolé, j'ai pas l'impression, je suis européen, mais j'ai pas l'impression qu'elles représentent spécialement la culture afro-américaine, tu vois. Je suis pas sûr qu'elles soient très représentatives. Et ben, c'est elles, donc qui sont complètement à 100% liées à la gauche, qui ont incité. Qu'ils ont initié le mouvement, oui, quoi. Oui, et qui sont bien sûr opprimés par le monde blanc, je sais pas quoi, pourtant qui reçoivent des millions de dollars de la part voilà, des Zuckerberg, des Jack Dorsey, enfin de toute la big tech qui eux sont comme par hasard tous des grands capitalistes blancs ou juifs, je sais pas, mais en tout cas voilà le coderme on va dire. Voilà, là il y a pas de problème. Par contre ils sont opprimés absolument. Mais bizarrement, ils reçoivent quand même des millions, des milliards de dollars de ces gens. Bon, c'était clairement de la manip, c'était clairement de l'instrumentalisation. Il y a évidemment beaucoup de gens afro-américains intelligents le voyaient très bien. C'était complètement la gauche. Alors il y a des gens qui s'en rendaient pas compte, parce que c'est vrai que les gens ils ont en tête des injustices, et je peux comprendre, hein, parce que l'histoire de l'Amérique comprend de nombreuses injustices. Donc voilà, j'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, c'était clairement une instrumentalisation à la veille des élections, quoi. Donc, mais bien sûr. Et le problème, voilà. c'est que tu vois, c'est que effectivement, les États-Unis, ils ont leur histoire qui est particulière, tu vois, avec un esclavage très dur, avec des idées protestantes, avec de la ségrégation. C'est pas le même vécu du tout que les rapports afro-européens ou que la réalité en Afrique, tu vois. C'est ça aussi le truc. Et c'est pour ça que moi, je ne supporte pas cette confusion, voilà, de la solidarité noire ou je sais pas quoi, parce que un noir américain qui débarque en Afrique, je suis désolé, moi j'en ai vu quelques-uns hein, qui sont débarqués. Ouais. Les mecs, ils pensent retrouver leurs racines, ils pensent trouver le Wakanda, tu vois, le grand royaume noir, c'est super, tout se passe bien en Afrique. Ben non, quand ils arrivent, les mecs, ils voient une autre réalité, parce qu'on les repère tout de suite, tu vois, on les repère tout de suite, et je peux te dire que, surtout s'ils débarquent en Côte d'Ivoire, ou à Abidjan, ou au Nigeria, à Lagos, où là, je peux te dire, il y a toutes ces canailles, tu sais, ce qu'on appelle les brouteurs. Abidjan, c'est vraiment un nid à escrocs, tu vois. C'est vraiment... Oui, il paraît que c'est les Nigérians qui vous ont initié à ça. Ouais, c'est venu du Nigeria. Il paraît qu'ils sont très forts avec ça. Donc on parle surtout des escroqueries par internet, hein. Donc il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire et du côté de Cotonou, donc dans le Bénin.
Ouais. C'est ça, ouais. Malheureusement, c'est loin d'être une Ils, fierté de la Côte d'Ivoire, ils mais sont très forts quand même, hein, on va pas se mentir. C'est pas une fierté, mais ils sont très forts. ouais, c'est vraiment des sales crapules et qui souvent sont versés aussi dans la sorcellerie. Enfin, c'est des gens qui sont Ah ouais, pas, qui sont vraiment, c'est des gens qui sont méprisés hein, en Côte d'Ivoire. C'est pas du tout des gens qu'on. d'accord. Mais il paraît, j'ai un ami ivoirien qui m'a dit que l'ancien président, celui donc avant Ouattara, soutenait justement les escroqueries. En tout cas, il disait qu'il allait pas les poursuivre. Oui, parce que ouais, alors là, bon, Il il était de faut gauche, hein, savoir. j'imagine qu'il devait être de gauche, non? Oui, c'était Plutôt Laurent Gbagbo, socialiste. Voilà, c'est ça. Oui, c'était ça, exactement. Voilà, c'est ça. qui était vraiment vraiment, j'ai pas médiocre de chez médiocre. C'est un mec qui, voilà, vraiment un incapable. D'ailleurs, qui n'a pas levé le petit doigt quand la région de la mer a été attaquée par tous ces sauvages. On les a pas vus, hein. Les gens dans la région de la mer, ils ont dû prendre les armes eux-mêmes pour faire des milices et se défendre. Mais bon. Hmm. Mais cette canaille de Laurent Gbagbo qui avait à un moment donné, si tu veux, l'aura enfin, qui essaie de se prétendre un petit peu voilà, il essaie de surfer sur la vague panafricain. Je suis un résistant. Ah, mais c'est ça que les panafricains détestent à fond Ouattara. D'accord, je pige. D'accord, je connaissais pas trop Ils l'histoire à ce niveau. sont. D'accord, d'accord. Et même si je suis pas du tout forcément un grand fan de Ouattara, mais Ouattara est beaucoup plus sérieux. En tout cas, Gbagbo, lui, son truc, voilà, c'était de surfer sur la vague. Alors que c'est un incapable. Hein, le mec, c'est un incapable total. C'est soi-disant un prof d'histoire, mais le mec, quand tu lis ses livres d'histoire, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais Tout Ouattara, ça pour. il est économiste hein, de formation, je crois. Ouais, c'est Ah bah, un ouais, économiste. Ouais. ça va être pas mal. Hein. T'as vu, la Côte d'Ivoire connaît une croissance phénoménale, hein, si je ne m'abuse. Donc, Ouais, quand c'est même, il y pas a quand même du compliqué. travail. Hein, il y a Alors, quand même du travail. Hein. bon, après, tous les termes n'étaient pas Gbagbo. En tout cas, tout ça pour dire que Gbagbo, c'était un espèce de socialiste. En fait, hein, il était en fait affilié au Parti socialiste français. Et il a été d'ailleurs initié Évidemment. en D'accord. maçonnerie. Il a été initié au Grand Orient en France Aïe, 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 par les aïe. réseaux socialistes à l'époque des années 80. Tous Donc en fait, rejoints, tous rejoints. Ouais. voilà, c'est un mec qui se prétend, qui s'est prétendu grand résistant à au néocolonialisme ou je sais pas quoi, alors que le mec en fait c'était tout à fait un produit complètement de la France-Afrique maçonnique, hein, rien d'autre. Et donc ouais, effectivement, c'était le mec qui va effectivement laisser tout faire, hein, effectivement et c'est un peu le délire qu'on voit souvent chez certaines personnes qui se disent ah les brouteurs c'est bien fait, c'est bien parce que comme ça ils vont piller ce que la France nous a pris, tu sais. C'est un peu L'impôt anticolonialiste, un truc comme ça. Ouais. ouais c'est ça, c'est un peu la logique qu'on voit chez pas mal de tu sais tous les mecs qui vont se livrer à du trafic ou qui vont faire des agressions. Moi je vois parfois tu vas voir des commentaires de sales petites bon je vais pas aller trop loin de sales petites crapules ouais, qui vont dire c'est bien fait parce que c'est une vengeance pour ce qu'on a subi, machin. Mais qu'est-ce que vous avez subi? Vous avez rien subi du tout pendant la colonisation française, rien du tout. C'était l'une des colonisations les plus. Voilà, il s'est pas passé grand-chose, tu vois. Il n'y a pas eu de grands massacres, il y a eu peut-être quelques batailles, mais globalement, vous avez profité, hein, parce que sinon, vous auriez même pas l'écriture. Donc, Hmm. il y a un Il y moment a- il y a- donné mais en où fait, les Africains. le problème que j'ai remarqué, c'est que nous, tout le monde, va pas se mentir, on est tous des enfants de colonisés et de colonisateurs. Tout le monde, que ce soit en Afrique ou en Europe. C'est l'histoire du Bah monde. oui. Colonisation. C'est pas illicite sous certaines conditions. C'est l'esclavage qui est illicite. Mais le problème, c'est qu'on voit la notion de colonisation comme le pire truc. Parce que mon pays s'est fait coloniser aussi. Je veux dire, il était occupé, il a été occupé par différents États au cours de l'histoire. C'est bon, voilà. Mais Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais surtout, regarde. C'est pas pour autant que j'ai pété les plombs, tu vois. Bah, Mais je sais pas, quand tu regardes la façon dont, je sais pas, l'Union soviétique s'est occupée de la Pologne, je pense que c'est une forme de colonisation qui est quand même légèrement plus radicale et violente que voilà. la colonisation qu'on subit entre guillemets, je sais pas, un pays comme la Côte d'Ivoire où on a construit plein de trucs et bon, il n'y a pas eu de massacre épouvantable de masse ou quoi que ce soit. Alors, je reparlerai tout à l'heure des problèmes de la colonisation parce qu'il y en a un certain nombre, notamment l'idée en fait de la colonisation menée par des buts non catholiques, ça j'y reviendrai, mais Eh ben voilà, voilà, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. tout ça pour dire que les Africains doivent sortir de cette mentalité de victime qui, en plus, poussée par la propagande générale dans la société, les justifie, si tu veux, les conforte dans une position de bandit, de racaille qui a le droit de faire tout et n'importe quoi, de détester la France, sous prétexte que voilà, on rend la monnaie de la pièce à la France, comme si la France les avait voilà, massacrés par millions, ou je sais pas quoi. Bah, non, c'est pas du tout justifiable. Et mais bon,
c'est un problème général et qui empoisonne vraiment beaucoup de monde. Bon, maintenant, j'aimerais juste aussi terminer là-dessus en posant une autre question à mes chers amis africains. C'est que mes ancêtres européens, eux, bah, ont été colonisés, on va dire, et subjugués par, on va dire, la culture romaine. Mais moi, j'en suis très fier parce que je reconnais que par rapport à l'ancienne culture franque païenne, eh bien, la civilisation romaine, surtout catholique, bien entendu, les a élevés. Tu vois. Bien sûr, Donc, à tous les niveaux, bien sûr. c'est ça. Et en fait, c'est comme ça que moi, je vois aussi de mon côté africain. Je me dis, Ah, d'accord. je dirais la même chose si j'étais un Africain, un Nord-Africain. Je dirais la même chose. Je dirais que la culture romaine, encore une fois, j'étant romaine et européen, J'ai compris, j'ai capté. Ouais. voilà, Ouais. la culture catholique romaine, eh bien, nous a permis de nous élever à plein de niveaux. En fait, c'est comme ça que voilà, c'est un peu comme ça C'est que vrai qu'à tous les niveaux, architectural, technique, scientifique, etc., il n'y a pas photo. Je veux dire, les, les Germains étaient évidemment à une autre époque. Hein. Ils n'étaient pas dans le même monde, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. Bah oui, bah c'est ça, Donc, tu vois qu'il y avait des différences quand même de développement radical entre bah, complètement. les barbares germains ou les vikings, enfin certains vikings qui avaient là, qui vivaient avec enfin qui n'avaient pas une grande capacité, on va dire, de développement technique par rapport aux Romains. Bien sûr. Voilà, Bien sûr. c'était pas le même monde, quoi. C'était Et pas le ça même monde. explique aussi pourquoi, voilà, ça explique aussi pourquoi au bout d'un moment, bah, il y en a un qui a vaincu et pas l'autre. Maintenant, voilà, exactement, tout à fait. C'est la loi de la nature, c'est la nature, c'est la loi de la jungle, c'est comme ça. Et c'est celui qui est le plus fort technologiquement qui l'emporte en géné. Enfin, c'est une règle. Hein. Quand tu es fort technologiquement, ben, tu as fatalement, statistiquement, plus de chances de l'emporter et de loin. Et puis voilà, moi je vais pas cracher sur les Romains de nous avoir colonisés, latinisés. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout et c'est là où je voulais en venir, c'est que on a cette capacité, je pense, enfin, je pense que c'est mon avis, hein, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais je pense il y a une tournure d'esprit, peut-être typiquement européenne, au niveau, si tu veux, on est peut-être capable de se remettre en cause et de réfléchir sur nous-mêmes. Et peut-être que c'est ça aussi qui nous a permis de nous convertir plus facilement et de rester catholiques plus longtemps que d'autres peuples. C'est cette capacité, tu vois, à faire une introspection, voir ce qui peut pas aller chez nous et ainsi pouvoir évoluer, nous dépasser et nous développer. J'ai l'impression que je vois ça comme ça, que c'est peut-être une tournure d'esprit un peu européenne et c'est ce qui nous a permis, je pense aussi, tu vois, mes ancêtres francs, ils ont pris toute la culture catholique, romaine, etc., mais en même temps, ils ont réussi à garder ce qu'il y avait de meilleur dans leur propre culture à eux et à faire une espèce comme ça de mélange très intéressant qui a donné quand même l'Empire carolingien et tout ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, qui est quand même là aussi l'un des plus grands moments de la civilisation européenne, puisque c'était vraiment c'était vraiment l'une des apogées du catholicisme, ensuite avec bien sûr Saint-Louis, etc. Mais c'est là que ça a commencé, quoi. Et je dis que les Africains, enfin moi je vois ça de mon côté africain, je vois ça aussi comme ça, je me dis, pour vraiment j'essaye de prendre exemple justement sur ces exemples du passé, en me disant qu'on devrait faire la même chose, on devrait prendre ce qu'il y a de meilleur dans la culture africaine et accepter très simplement le meilleur de ce que la culture occidentale chrétienne a pu nous apporter et de faire un heureux mélange de tout ça et de pouvoir élever la société africaine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Ils ont leurs atouts quand même, hein. Ils ont leurs atouts, hein, je pense. Oui, tous les peuples ont leurs qualités. Tout à fait. Leurs qualités, leurs défauts. Je veux dire, moi ce que je préfère, ce que j'aime bien dans le monde subsaharien, c'est que quand tu parles avec eux, voilà, affaires par exemple, ils sont dans le concret, c'est vert ou c'est rouge, c'est 1 ou c'est 2 ou c'est 0, les choses doivent être claires. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce niveau-là, on est complètement dans le réalisme, tu vois. Ouais. Et que tu dis que malheureusement commence à s'en aller par rapport aux idéologies panafricanistes, etc. Mais ils sont beaucoup moins dans l'abstraction. Oui, mais non. Est-ce que je sais pas moi. Est-ce que le ciel est vraiment bleu? Tu vois, je dis n'importe quoi. Hein. Mais ils font pas dans l'abstraction délirante comme chez nous, qui nous fait partir en vrille, tu vois. Et ça, je valide complètement. Tu as tout à fait raison, parce que l'une des qualités, à mon avis, de l'Africain subsaharien, enfin en tout cas je parle pour la Côte d'Ivoire, et même si certains peuples en Côte d'Ivoire ont des mentalités un peu différentes par tradition, mais c'est vrai que l'une des qualités, à mon avis, de l'Africain, c'est une certaine capacité à être très réaliste, très terre à terre finalement. Très concret, voilà, c'est ça. Voilà. Une approche très simple et directe sur plein d'aspects.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on résiste encore, heureusement. La Côte d'Ivoire, par exemple, l'avortement est encore interdit. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui aide, ouais, voilà. Voilà, Ouais. tout ce qui est homosexualité, c'est encore très très mal vu. Bon, même si ça commence un petit peu malheureusement, mais c'est encore très mal vu. Mais tout ça pour dire, voilà, ça je pense que ce sont quelques-unes des très bonnes qualités des Africains. Et donc, moi ce qui me désole vraiment, c'est que avec toute cette propagande dont on parle, toutes ces idées gauchistes, de panafricanisme, machin, en fait, ça les fait complètement dériver de leur meilleure qualité, en fait. C'est ça qui est tragique. C'est ça que je disais, ouais, voilà, exactement. C'est ça. C'est ça qui est C'est ça qui est tragique. terrible. Voilà. C'est terrible. Donc voilà, chers Africains, écoutez bien tout ce que je viens de dire parce que voilà, il faut que je sais qu'on est plein d'Africains très voilà très intelligents, très surtout les catholiques bien sûr, on est les meilleurs, mais je veux dire voilà, c'est un appel aux meilleurs d'entre nous pour voilà essayer d'élever un maximum. Voilà, il faut essayer de nous donner un exemple pour parce que voilà, là on prend pas une pente très brillante, hein, donc voilà. Mais ça on en reparlera sans doute après. Bon. Donc, je termine là-dessus. Et donc, voilà, ma question, c'était aussi, eh bien, je leur demande souvent à ces Africains, eh bien, puisque vous prétendez que vous pensez que c'est pas possible que des Noirs aient esclavagisé d'autres Noirs, eh bien, donnez-moi une seule source, chers panafricains, chers, voilà, anticoloniaux, je sais pas quoi. Donnez-moi une seule source d'un roi africain, d'une entité africaine, d'un chef africain, dans les temps médiévaux, à la Renaissance, à l'époque moderne ou à l'époque contemporaine, qui est condamné l'esclavage ou qui ait fait quoi que ce soit contre l'esclavage. Donnez-moi une seule source, eh bien, vous n'en trouverez aucune, zéro. Aucune de ces puissances africaines de l'époque n'a jamais condamné l'esclavage. Au contraire, ils y ont participé. Et on a les preuves, parce que du côté européen, eh bien, il y avait l'écriture, donc on a gardé quand même un certain nombre de registres qui existent encore et qui attestent bah, voilà, que tel ou tel roi, ben, on a fait du commerce avec lui, machin truc. Donc, les gens qui essayent de nier la participation des Africains à ce trafic, ben franchement, se ridiculisent en fait. C'est ça qui est aussi pénible, hein, c'est que en adoptant toutes ces idées, en échappant à ce réel historique, eh bien, on se ridiculise en fait. Vous vous ridiculisez. Donc moi, je vais Pourquoi vous est-ce que les donner. Européens auraient inventé ça? Ben, c'est ça. Pourquoi? Quel intérêt? Toutes ces idées là de complot blanc qui auraient manipulé toute l'histoire des Noirs et effacé toutes les preuves de je sais pas quoi là des. Mais pour quel intérêt? Parce que si vous regardez l'histoire européenne. Je veux dire, l'européen, c'est ce que je disais par rapport à cet état d'esprit européen d'avoir toujours conscience en fait d'être dans le réel au niveau de l'histoire. Enfin, on n'a pas peur, si tu veux, d'écrire l'histoire telle qu'elle est. C'est-à-dire que bah il y a plein de chroniques, si tu veux, historiques européennes qui vont pas forcément être à l'avantage moralement des Européens, ne serait-ce que dans le cas de l'esclavagisme, eh bien, on a des centaines de registres qui vous donnent les noms des Européens ou des Juifs ou de n'importe qui a fait du trafic esclavagiste. On connaît les noms, ils ont acheté à telle époque, ils étaient établis ici. On a tout ça. Donc, si on avait honte de ça, on aurait détruit tous ces trucs depuis longtemps. Donc, voilà, toutes ces théories négationnistes, en fait, n'ont aucun sens. Et bien sûr, ils ne peuvent me donner aucune source ni aucune preuve, puisque déjà, très peu de pays africains subsahariens avaient un système d'écriture, donc déjà, c'est un problème. Donc là encore, ils se ridiculisent d'autant plus, tu vois, c'est vraiment pénible, en fait, pour un Africain comme moi, tu vois. Et moi, par contre, je vais leur donner la seule entité au monde qui a condamné l'esclavage dès le haut Moyen-Âge, hein, parce que ça existait, il y avait déjà de l'esclavage en Europe, on en a déjà parlé dans la précédente émission. C'est pas l'islam. C'est pas l'islam, c'est pas le judaïsme talmudique, c'est pas les rois africains, non, c'est l'Église catholique. C'est la seule entité qui a condamné l'esclavage à de nombreuses reprises, de façon répétée, en allant à l'encontre des royaumes européens qui, malgré les injonctions du Saint-Siège, faisaient quand même du trafic ou autorisaient le trafic. C'est l'Église catholique qui a interdit l'esclavage, qui l'a condamné, qui a excommunié ceux qui y participaient, etc., etc. Voilà la seule source crédible dans toute cette affaire. Et donc là, les gens devraient quand même y réfléchir et se dire, voilà, parce que bien sûr, tu as aussi des gens qui essayent de criminaliser l'Église, hein, de dire l'Église a été complice, machin. Non, l'Église n'a pas été complice. Et c'est aussi du WordPress.com, alors que clairement l'Église a condamné l'esclavage à plusieurs reprises, comme tu dis. Voilà. Oui, ben bien sûr. Alors je vais citer juste deux, trois lettres, hein, le titre, par exemple, dès le milieu du XVe siècle. Hein, donc là, on est déjà, même avant que vraiment le trafic transatlantique commence de façon massive. Dès que le pape Eugène IV, dans sa lettre Sicut Dudum, donc là on est dans les années, je crois que Eugène IV c'est à peu près, voilà, c'est moitié du XVe siècle.
Dans cette lettre, Sicut Dudum, vous pourrez retrouver toutes ces sources sur Fidepost. Vous tapez esclavage, vous retrouvez tout ça. Le pape Eugène IV condamne le trafic esclavagiste des Noirs qu'il voit déjà apparaître, notamment dans les îles Canaries. Il excommunie quiconque participe à cet esclavage. Excommunication, je veux dire, c'est pas rien pour un catholique, c'est la mort, quoi. C'est l'excommunication, c'est que voilà, tu n'es plus membre de l'Église. C'est très grave. Enfin, c'est une condamnation très lourde. Donc, dès le début, dès que la papauté a vu ce phénomène prendre de l'ampleur, d'autant plus que un certain nombre de ces Noirs en question apparemment étaient chrétiens, donc c'était d'autant plus grave de mettre en esclavage un chrétien. Voilà. Dès que Eugène IV a vu ça, eh bien, il a condamné immédiatement. Où sont les condamnations des protestants? Où sont les condamnations des juifs talmudiques? Où sont les condamnations des islamistes, enfin des musulmans? Où sont les condamnations des rois africains? Eh ben, il n'y en a pas. Tout simplement parce que eux, dans leur fausse religion, que ce soit le paganisme, l'islam ou le judaïsme talmudique, eh bien, c'était justifié. Or, dans notre religion, eh bien, c'était pas justifié. Vous pouvez aussi lire la lettre du pape Paul IV, donc là, c'est un peu plus tard, la lettre Veritas Ipsa, où là, il condamne, cette fois-ci, c'est dans les Amériques, il condamne le trafic que subissent, le trafic esclavagiste que subissent les Indiens, et aussi un certain nombre donc, ils les appellent des païens, mais en fait, ils parlent des Noirs africains qui a été envoyé là-bas. Donc là aussi, il condamne. Bon. Donc deuxième condamnation. Il y a encore plusieurs textes comme ça. Hein. Et alors on parle, tu évoquais tout à l'heure la lettre, alors je ne sais plus de quel pape c'était, Nicolas, je n'ai pas sous les yeux, mais effectivement, on joue sous un mot où je ne sais plus quel pape c'était. Hein, mais je crois aussi que c'était en Nicolas, je ne sais plus quel non plus. Mais... Ouais, j'ai oublié son Nicolas IV, ou je ne sais plus, bref, je ne veux pas dire de son numéro. Ouais, c'est le numéro qui... Voilà, mais en tout cas, ce pape, en fait, tous les gauchistes et tous les ennemis de la foi nous disent, oui, vous voyez que l'Église, en fait, a justifié l'esclavage en disant en donnant l'autorisation, je crois que c'était au roi du Portugal ou au roi d'Espagne, je sais plus, de réduire en esclavage les Noirs ou les Indiens, etc. Mais en fait, c'est pas ça, parce que quand tu lis le texte en latin, il parle de réduire en suggestion, à l'état de suggestion, les Indiens ou les Noirs, les païens en gros. Mais en fait, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que quand les catholiques prennent une terre, eh bien, on le fait de juste droit parce qu'on est la vraie religion et qu'on étend le règne du Christ roi. Ça ne veut pas dire qu'on doit massacrer les gens ou qu'on doit les maltraiter, mais ils deviennent nos sujets. Ils sont sous notre joug. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est tout ce que ce pape a dit. Il n'a pas dit que voilà, il fallait se livrer à un trafic esclavagiste ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, cette lettre est manipulée. Mais je crois qu'il y a un frère catholique justement qui avait fait une vidéo où il explique très bien ça dans un, je sais plus, sur YouTube. En tout cas, voilà, tout ceci c'est une manipulation encore une fois de nos ennemis, tout simplement. Donc non, il n'y avait pas du tout d'autorisation de ce trafic esclavagiste. Voilà, c'est juste de l'hypocrisie, parce que je suppose qu'il y a des gens qui se rendent bien compte que c'est de l'hypocrisie, bien sûr. Et je vais même donner la preuve définitive qui nous vient cette fois-ci du Saint-Office de l'Inquisition. Je vais citer l'instruction numéro 230 du 20 mars 1686, sous le pontificat d'Innocent XI, un pape de glorieuse mémoire. Donc, décret du Saint-Office. Le Saint-Office, c'est quoi? Je rappelle pour les non-catholiques, c'est le Saint-Office de l'Inquisition. C'est l'Inquisition romaine. Dont on dit du mal, pique-pendre, machin truc. Ben non, c'était la meilleure institution, et si elle existait encore, je peux vous garantir qu'il y aurait du ménage qui serait fait. Bon. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passait dans cette instruction? Donc là, on est à la fin du XVIIe siècle. Il y a des missionnaires capucins qui, en fait, ont demandé au Vatican, qui ont envoyé une demande, qui ont dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut penser vraiment là de cette histoire d'esclavage? Est-ce que c'est permis ou pas? Ils ont demandé ça formellement, clairement. Voici la réponse du Saint-Office. Question, il est demandé, est-ce qu'il est permis de capturer par la force et la duperie des Noirs ou autres indigènes qui n'ont porté préjudice à personne? Réponse du Saint-Office, non. Est-ce qu'il est autorisé d'acheter et de vendre des Noirs ou d'autres indigènes qui n'ont porté préjudice à personne, qui n'ont rien fait et qui ont été pris captifs par la force ou la duperie? Réponse du Saint-Office, non. Est-ce que les propriétaires de Noirs, d'esclaves noirs ou d'autres esclaves d'autres races qui ont été capturés par la force ou par la ruse, est-ce que ces propriétaires doivent les remettre en liberté? Réponse du Saint-Office, oui. Voilà. Et ça continue comme ça, il y a encore plein d'autres... C'est concret, c'est clair, hein, à l'africaine. Hein. Voilà. C'est clair, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Donc, c'est condamné formellement, sans aucune ambiguïté, et c'est le Saint-Office de l'Inquisition qui vous le dit. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Et là encore, nous sommes plus d'un siècle avant la Révolution française, parce que on est longtemps avant les Victor Schœlcher, avant les abbés Grégoire, avant tous ces gens
qui ont, voilà, aujourd'hui on présente Schœlcher, tous ces gens-là comme les gens qui ont déclaré, bien sûr, qui ont aboli l'esclavage. Alors que tous ces gens étaient des révolutionnaires, en tout cas des gens imbus des idées des Lumières ou de la Révolution. Et ça, c'est un drame et c'est une honte. C'est une honte, non pas pour l'Église, parce que l'Église, au contraire, elle a fait son travail, elle a condamné ce qu'il fallait pendant des siècles. Le début. Voilà. Par contre, c'est une honte, et je le dis clairement, et je le dirai la même chose au niveau de la colonisation plus tard, c'est une honte pour la France royale. Et je ne dis pas n'importe quelle France royale, je parle des régimes notamment de Louis XIV jusqu'à Louis XVI. C'est une véritable honte, parce que le roi Louis XIII, qui était, à mon avis, je pense, le dernier vrai roi très chrétien de France, le roi Louis XIII, je rappelle la dévotion qu'il avait à la très sainte Vierge Marie, c'était un grand chrétien très très pieux, et il a refusé, d'après le témoignage de plusieurs historiens, là je me place sous leur autorité, jusque sur son lit de mort, il a toujours refusé les pressions de certains de ses ministres qui voulaient légaliser et formaliser le trafic esclavagiste, notamment dans les Antilles françaises. Jusque sur son lit de mort, il a refusé ça. Jusqu'à la mort. Il n'a jamais autorisé ça. Il a dit, sur la terre de France, que ce soit en métropole ou dans les Antilles, il n'est pas question qu'on se livre à du trafic d'esclaves. C'est un trafic vil. Et comme il était chrétien, il ne pouvait pas accepter ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, finalement, vous avez Louis XIV, donc plus tard. Eh bien, c'est sous Louis XIV que vraiment le trafic esclavagiste, pour ce qui concerne la France, va vraiment se déployer de façon industrielle, avec le Code noir et vraiment avec des fonctionnements vraiment épouvantables, vraiment moralement inacceptables. Et c'est pas un hasard, parce que en fait, Louis XIII a été, à mon avis, encore une fois, notre dernier vraiment roi chrétien, même si bon, Louis XVI était chrétien aussi, mais je veux dire, c'était pas la même chose, quoi. On n'était plus du tout. Louis XIII, c'était quelqu'un qui était encore dans l'esprit vraiment de Saint Louis, un petit peu, quoi. Avec Louis XIV, on passe dans un autre paradigme. On passe avec le roi Soleil, avec tout ce que, voilà, on connaît tout son règne. On sait très bien que ça a été l'apogée. On appelle ça le grand siècle, mais en fait c'est l'apogée de la France en tant que puissance géopolitique, certes, mais en même temps c'est déjà le début, c'est le début de la fin en quelque sorte, parce que même d'un point de vue mystique en quelque sorte, on sait que Louis XIV, c'est lui qui a refusé, enfin qui n'a jamais accepté justement les injonctions de Sainte Marguerite Marie par rapport, tu sais, au Sacré-Cœur, tout ça. On ne sait pas pourquoi il n'a jamais porté attention à ça. On sait très bien que un siècle quasiment jour pour jour après ces révélations donc, de Sainte Marie, les visions de Sainte Marguerite Marie, pardon, quasiment un siècle jour pour jour après, il y avait la Révolution française. Donc, je pense que le règne de Louis XIV et de Louis XV et de Louis XVI, en tout cas le fait qu'ils aient été des rois qui n'ont pas donné un grand exemple en tant que chrétiens, enfin là je parle surtout de Louis XIV et de Louis XV, hein, ils n'ont pas vraiment exalté la foi catholique dans le royaume, ils n'ont pas réformé le royaume alors que c'était très nécessaire, c'était vraiment une époque où on voyait le glissement. Ouais, tout à fait. Voilà, je crois qu'on en a déjà parlé dans les émissions sur la Kabbale, mais voilà, toute cette vague d'idées néo-gnostiques, kabbalistiques, l'humanisme de la Renaissance, le faux humanisme bien sûr, toutes ces idées en fait qui allaient rendre possible le siècle des Lumières, eh bien tout ça, ça a été rendu possible à cause, à mon avis, du manque de vigilance et de manque de fermeté qu'il y a eu pendant les règnes de Louis XIV, qui avait sans doute d'autres qualités, mais en tout cas, on voit que les élites françaises à cette époque étaient, pour une certaine partie d'entre elles, c'était quand même complètement débauché. Hein. Il faudrait presque faire une émission sur le siècle de Louis XIV, parce qu'il y a pas mal de royalistes qui pensent, voilà, qui sont super fans de Louis XIV, mais moi je suis pas fan de Louis XIV du tout. Déjà en tant qu'Alsacien, parce qu'il a fait quand même des gros dégâts chez nous en Alsace, et déjà, si vous demandez aux Québécois, ils sont pas fans du tout, parce qu'il les a laissés tomber. Bon. Donc voilà, ce siècle, Louis XIV, ça a été vraiment un siècle assez piteux, en fait, d'un point de vue de la foi et de la défense de la morale catholique. Et je pense que le fait que l'esclavagisme a été justifié, formalisé pendant cette époque, c'est pas un hasard, et je pense que ça participe quelque part à une honte pour cette France de cette époque-là, parce que, si tu veux, pour moi, c'est une honte que la France royale catholique n'ait pas mis en place les mesures justement pour arrêter ce trafic. Alors certes, à mon avis, je pense qu'ils avaient vraiment
ils justifiaient ça aussi, je pense, par des ambitions politiques, puisque de toute façon, ils voyaient qu'ils étaient en contact avec justement les rois maliens, comme le roi Mansour, là, qui était l'homme le plus riche du monde à l'époque parce qu'il avait des tonnes d'or dans son royaume. Bon, mais comme les Africains, eux, ils faisaient du trafic, comme les rois espagnols et portugais, eux, ils prospéraient à fond aux Amériques avec le trafic esclavagiste. Pareil pour la couronne d'Angleterre. Bah forcément, pour quelqu'un comme Louis XIV, qui était en rivalité avec tous ces gens et qui avait surtout qui était vraiment dirigé par l'hubris, l'hubris par l'ambition. J'imagine que voilà, lui, il voulait quand même en profiter. Donc, comme ça rapportait beaucoup d'argent, bah, il s'est dit voilà, c'est pas grave, tout le monde le fait, donc on le fait. Mais c'est une honte parce que finalement, si on considère l'histoire française telle que la République nous l'enseigne aujourd'hui, eh bien, il faut croire que ce seraient les révolutionnaires, la révolution en fait qui est émancipée les pauvres esclaves noirs des Antilles, etc. Alors qu'on aurait pu le faire avant et que l'Église en fait avait donné l'ordre de le faire. Donc c'est vraiment une honte d'un point de vue historique. Et d'autant plus que ça a des répercussions graves, notamment aux Antilles jusqu'à aujourd'hui, puisque quand vous voyez ce qui s'est passé à Haïti, les Noirs qui se sont justement révoltés à Haïti, notamment sous la houlette de Toussaint Louverture, eh bien, ils n'étaient pas animés d'idées catholiques, malheureusement. Ils étaient animés d'idées révolutionnaires. Et d'ailleurs, ils ont fait des épouvantables massacres. Une fois qu'ils ont pris un peu de puissance, eh bien, ils ont massacré la population française, enfin les créoles, comme on les appelait, donc les Européens qui vivaient aux Antilles à l'époque, ils les ont massacrés de A à Z. Alors bon, peut-être qu'ils étaient un peu fâchés par rapport au traitement qu'ils avaient vécu pendant plusieurs siècles, certes, mais je pense que ça se serait passé autrement à Haïti si on avait eu justement une émancipation conduite de façon catholique, quoi. Alors que là, ça a été le massacre, et finalement, on voit les conséquences à Haïti jusqu'à aujourd'hui. C'est un État épouvantable, avec du vaudou et tout ce que vous voulez. Voilà, ils ont pris les mœurs de la Révolution, quoi. Après, évidemment, caricature, parce qu'il y a évidemment des gens très très bien là-bas. Oui, il y a des catholiques. Il y a eu des gens très bien dans l'histoire d'Haïti, et jusqu'à nos jours, évidemment. Voilà. Oui, bien entendu. À Haïti, voilà, d'ailleurs, je salue mes amis haïtiens. Voilà, on les salue bien. On les salue bien. Il faut voir qu'il y a quand même des catholiques là-bas, et surtout ils ont une grosse diaspora aussi aux États-Unis. Ce sont des gens très bien en général, mais c'est vrai que tout à fait. C'est un drame. L'histoire de leur pays, c'est un drame pour plein de raisons. En tout cas, voilà, ça c'est terminé maintenant sur toute la période esclavage, machin. Donc on a vu que l'Église a condamné, et que finalement toutes les autres nations, que ce soit les Africains ou les Européens, ils n'ont pas hésité à passer outre les injonctions de l'Église. Donc les responsabilités, il faudrait peut-être que les gens, les Africains comme certains Européens, notamment les gauchistes, commencent un petit peu à balayer devant leur porte avant d'accuser les chrétiens ou l'Église de tous les crimes du monde. Bon, donc maintenant... Alors justement, tu fais très bien de le dire, parce que justement, on a oublié de le dire, ça. Tu vois, tous les délires qui viennent, en particulier des États-Unis, dans les universités délirantes, etc. Donc tout ce qui est un peu justement affilié donc au gauchisme et donc au Parti démocrate aussi, tu vois. Il y a beaucoup de ces intérêts là-dedans. Donc le parti pour lequel vote malheureusement un certain nombre d'Afro-Américains, descendants des esclaves noirs. Mais par rapport à ces ancêtres esclaves, justement, le parti, comme tu le sais, qui défendait l'esclavagisme, c'était le parti de la gauche, c'était le parti des démocrates. Hein. Donc il y a eu une guerre pour ça. C'est ça qui est terrible. Donc ça n'a pas changé, quoi. Hier, c'était les esclaves des démocrates, et aujourd'hui, c'est les électeurs des démocrates. C'est quand même un truc de malade. C'est un truc de dingue, et comme tu dis, regardez qui ont été les fondateurs du KKK, là, du Ku Klux Klan. Démocrates. C'était que des démocrates. Hein. Et anti-catholiques, évidemment, précisons-le bien. Radicalement anticatholique, et tellement anticatholique que je fais juste une petite incise, parce que on va pas trop parler des Amériques, parce que c'est pas forcément le sujet, mais j'aimerais quand même, c'est quand même important ce que tu dis, parce que il faut savoir que, comme je le disais dans la précédente émission, tout ce qui était métissage et ségrégation, c'était pas un truc qui était c'était pas un truc qui était répandu en fait dans toute la partie catholique de l'Amérique, que ce soit en Amérique du Sud ou que ce soit d'ailleurs au Canada français. C'est vraiment quelque chose qui a été typique vraiment de l'Amérique protestante. Voilà, pour les raisons qu'on a évoquées dans l'émission précédente, hein, cette histoire de leur justification complètement délirante
pseudo-bibliques de la ségrégation radicale des races et des choses comme ça. Et cette haine du KKK contre le catholicisme est tellement vraie qu'en réalité, aux États-Unis, il faut savoir que c'est le clergé catholique notamment qui s'est pas mal opposé dans certains États justement à certaines législations justement qui empêchaient en fait des mariages entre une noire américaine et entre un blanc, ou enfin des mariages interraciaux, parce que le clergé catholique disait mais nous dans notre religion il n'y a aucun interdit à ce niveau-là. Si les gens ont envie de se marier et qu'ils sont tous les deux catholiques, ils le peuvent. Et donc c'est le clergé catholique qui a fait des procès carrément qui allait en justice pour défendre ça et dire que bah non c'est pas comme ça quoi. Donc évidemment bon les catholiques américains ont beaucoup souffert parce qu'ils étaient sous un régime protestant donc ah ouais, même nous on en a bavé, hein, même nous on en a bien bavé, hein. Ça assurément. Et donc je dis encore une fois, là aussi c'est un bon rappel hein, pour tous ces gauchistes intersectionnels noirs et compagnie qui pensent qui diabolisent l'Église en fait, qui la mettent dans le même tas, hein, puisque l'Église pour eux c'est la religion des blancs ou c'est un truc occidental, donc voilà forcément c'est mauvais. Bah non, l'Église bien avant qu'on entende parler de ces Malcolm X, de ces Martin Luther King et compagnie, bah, elle avait déjà fait le boulot et elle n'avait pas besoin d'idées gauchistes ou quoi que ce soit. C'était juste en fait de la simple rationalité. Et le KKK, par exemple, a assassiné un prêtre catholique. C'était une grande affaire à l'époque. Le père James Coyle, ils l'ont assassiné le 11 août 1921 en Alabama parce que ce prêtre en fait il mariait justement des gens qui étaient de blancs, noirs. Il les mariait hein, tant qu'ils étaient catholiques. Et donc le KKK, voilà, ils ont assassiné ce prêtre-là. Il a été tué d'un coup de revolver à la tête, tiré par un protestant, le révérend Edwin Stephenson, pasteur épiscopalien, pasteur à mi-temps, et qui était membre du Ku Klux Klan, quoi. Et il n'a pas admis que sa fille Ruth se soit convertie au catholicisme pour épouser en secret un portoricain. Oufti, d'accord. Donc vous voyez un peu la haine de ces protestants WASP, de ces hérétiques qui, c'est eux. Hein, et pour en rajouter une couche, en plus, le KKK s'inspire du paganisme aussi, hein, dans ses grades, etc. Tu vois, il y a un côté... Ah oui, de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ouais. C'est franchement, c'est tout un truc. Bon. Voilà, donc c'était bien de le rappeler. Donc maintenant, on va rapidement passer sur la dernière partie qui concerne plutôt maintenant la période coloniale. Il y a 2-3 choses à dire là-dessus et on va parler des deux parties de l'Afrique, hein, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, mais j'aimerais commencer par l'Afrique du Nord, qui me tient très à cœur. Déjà, j'aimerais faire un petit rappel. Donc la dernière émission, on avait quitté l'émission, enfin on avait terminé en rappelant justement les gloires de l'Afrique chrétienne dans les temps de l'Antiquité chrétienne, donc l'Afrique du Nord en fait a été très tôt évangélisée. On dit même selon la tradition que c'est Saint Pierre qui allait lui-même là-bas. Bon, il y a plusieurs traditions à ce niveau. En tout cas, dès la fin du 1er siècle, il y avait déjà des chrétiens là-bas. On a vu tout ça. Et en gros, l'Afrique chrétienne de ces temps-là, ça s'étend vraiment jusqu'au 7e siècle, en fait. C'est-à-dire jusqu'à l'invasion des envahisseurs arabo-islamiques qui débarquent de la péninsule arabique et qui débarquent de quelle manière? Parce que ça aussi, il faut le rappeler peut-être. Eh bien, je vais faire un petit rappel. Déjà, il ne faut pas s'étonner, si vous voulez, de l'apparente rapidité avec laquelle ils ont capturé ces terres. Il faut bien voir que la pauvre Afrique du Nord, malgré toutes ces gloires et tous ces grands évêques, tous ces martyrs, à partir notamment du début du 5e siècle, eh bien, vous avez des schismes. Bon, vous avez les donatismes, les donatistes notamment qui sont des hérétiques, qui étaient des hérétiques, hein, donc qui ont déjà causé pas mal de problèmes dans les diocèses là-bas. Donc il y avait déjà ce problème-là, et en plus vous aviez le 5e siècle, c'était aussi l'époque des invasions barbares hein, qui sont venus piller Rome et compagnie. Donc il y avait une grande instabilité au niveau de l'empire. Et donc, du coup, des régions un petit peu limitrophes, enfin, un petit peu en marge de l'Empire, hein, comme l'Afrique du Nord, même si, c'était de l'autre côté de la Méditerranée, mais quand même, du coup, elles étaient un petit peu instables. Il y avait de l'instabilité politique, voilà, comme on l'imagine, hein, dans une telle période. C'était pareil d'ailleurs en Gaule, c'était pareil dans la Germanie romaine, bon, voilà, c'était un peu le bazar. Et du coup, c'est comme ça déjà que les fameux Vandales ont débarqué là. Ils sont d'abord allés en Espagne, puis ils sont débarqués notamment dans la région
dans le nord de l'Algérie, hein, et donc ils ont fait leur petit royaume vandale là-bas. Et le problème des Vandales, c'est que c'était des Ariens. Donc là encore, une nouvelle hérésie qui arrive. Surtout que l'arianisme, bon, c'était un petit peu, les Vandales ont été presque en quelque sorte les précurseurs des envahisseurs musulmans, puisque on sait que l'islam, le Coran, au niveau de sa christologie hérétique, reprend beaucoup, en fait, clairement, en fait, hein, de la fausse christologie de l'arianisme. Hein. Eh oui. Et donc, voilà. Et donc, les Vandales se sont installés là. Donc, déjà, ça a encore fait de l'instabilité. Ça a provoqué aussi, forcément, développement petit à petit de formes de christianisme hétérodoxe, hein, donc de formes de christianisme hérétique qui se développent comme ça, d'évitement politique et social. Bon, après, vous avez au VIe siècle le grand empereur Justinien II, hein, l'un de mes empereurs préférés de l'Empire romain, si ce n'est mon préféré, avec son grand général Bélisaire, qui vont donc, Justinien donc ordonne à Bélisaire d'aller en Afrique pour reprendre ses terres en main, les reconstituer, parce qu'ils ont bien vu qu'effectivement, ça part un petit peu en vrille. Donc, bien sûr, là, alors il y a deux missions, c'est de reprendre le terrain politiquement, mais surtout spirituellement, donc de réimposer le catholicisme. Alors, ils vont réussir pendant un certain temps, pendant, on va dire, plus ou moins tout le VIe siècle, mais ce sera plus comme avant, parce que entre-temps, à cause des Vandales, à cause de tous ces problèmes qu'il y a eu, à cause des hérésies et des schismes, comme dit, tu as des populations qui se sont retranchées, par exemple en Kabylie ou dans d'autres coins de la Berbérie, qui ont adopté, comme dit, des formes de christianisme hérétique ou hétérodoxe, d'autres qui sont retombés dans une forme de syncrétisme, donc qui mélangent un petit peu du christianisme avec du paganisme, d'autres qui sont carrément retombés dans le paganisme antique. En plus de ça, il y en a d'autres qui vont adopter des formes un peu judaïsantes, tout ça, parce qu'il y a pas mal de juifs aussi dans ces coins-là. Bon. Donc c'est le bazar, et malheureusement, l'Empire romain, qui est aussi bien occupé avec tous les problèmes qui se passent sur le continent, a un peu du mal. Et du coup, ils vont laisser. Bon, il y a quand même encore une forte population catholique, il y a encore les diocèses, mais qui sont beaucoup moins nombreux que à la grande période de Saint-Augustin. Donc ça continue, mais bon, c'est plus vraiment ça. Et donc l'Empire, en fait, laisse des gouverneurs sur place, qu'on appelle des patrices, hein, donc ce sont des gouverneurs en gros. Mais il y a des gouverneurs qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres qui sont médiocres, d'autres qui sont cruels, d'autres qui sont pas très très chrétiens, d'autres qui ont des ambitions. Donc c'est le bazar complet. Et du coup, au début du VIIe siècle, c'est le bazar vraiment. Et donc pour revenir au début de l'invasion islamique, donc là je le dis à nos amis nord-africains qui sont aussi un petit peu, qui ont l'esprit un peu retourné par toute la propagande, non seulement gauchiste, mais en plus islamique. Donc ils pensent que c'était super, que les musulmans sont venus, voilà, c'était mythique, c'était génial, ils nous ont libérés du paganisme en Afrique du Nord. Non, moi je vais vous dire comment ça s'est passé, c'est très clair. C'est Ibn Kathir qui nous le raconte, donc grand historien, grande autorité de l'historiographie islamique. Ibn Kathir, dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, volume 10, page 227, il nous dit que voilà, la première fois que les musulmans ont débarqué en Afrique du Nord, enfin en tout cas dans le Maghreb, hein, ils étaient déjà en Égypte, mais en Afrique du Nord, dans le Maghreb, c'était en 647. Ils sont arrivés dans la région de Tunis, plus précisément à Sbeitla. Bon, Sbeitla, c'est à peu près la même chose. Bien, comment ça s'est passé ? On lit que Ibn Abdallah bin al-Zubayr, donc qui était pas l'un des compagnons du prophète, mais qui était l'un des fils, enfin c'était l'un des premiers musulmans. C'était l'un des tout premiers musulmans. Il faut savoir que là on est en 647, on est quelques années après la mort de Mohammed. Hein. Donc c'est tout frais, ils sont encore chauds, ils sont là, ils arrivent en Afrique du Nord, en Tunisie. Donc ils tuent le patrice Grégoire, qui était le pauvre. Bon, il avait plus de troupes, il avait plus d'argent, ils avaient résisté comme ils pouvaient, mais voilà, ils étaient complètement isolés, ils avaient plus de moyens. Donc, le problème, c'est qu'en même temps, j'ai oublié de le dire, mais tu as aussi pas mal de tribus berbères qui ont fait sécession, qui se sont rebellées entre-temps. Donc, tu vois, il est isolé, quoi. Il peut plus vraiment se défendre, donc il se fait tuer. Il se fait tuer par Ibn al-Zubayr, qui le tue en criant Allahu Akbar. Et je cite, quand les Berbères ont vu cela, ils se sont mis à fuir. Les musulmans les ont suivis en les tuant et en les emprisonnant.
Ils ont pris des butins, les musulmans ont pris des butins énormes, beaucoup d'argent et un très grand nombre d'esclaves. Ceci arriva dans une ville qui s'appelle Zbeitla, à 2 jours de marche de Kairouan, etc., etc. Donc voici comment l'islam est arrivé en Afrique du Nord, en Algérie et en Tunisie, pas autrement. Ils sont arrivés en envahissant de façon absolument illégitime, puisque de toute façon l'islam est une fausse religion, ils n'avaient aucun droit de venir. Politiquement, ils n'avaient aucun droit non plus. Forcément, ils sont venus donc en tuant, voilà, en massacrant, en violant et en volant et en prenant des centaines d'esclaves, des milliers d'esclaves. Hein. Je veux dire, là, ils sont arrivés dans des villes très très riches. Hein. Toute la région, Tunis, tout ça, c'était des villes extrêmement riches. Hein. Faut bien voir que l'Afrique du Nord, c'était le grenier de l'Empire romain. Hein. C'était une région très importante commercialement à tous les points de vue. Donc voilà comment l'islam est arrivé en Afrique du Nord, en Algérie. C'est pas très glorieux, je trouve. Parce que si vous comparez avec la façon dont le catholicisme est arrivé en Afrique du Nord, quelques siècles plus tôt, eh bien, ils sont arrivés avec des apôtres, avec des missionnaires, qui sont arrivés avec aucune arme. Ils sont arrivés avec l'arme la plus puissante qui est l'évangile, et ils ont converti des milliers de gens qui sont morts par la suite pour la foi pendant des siècles, qui ont subi les persécutions de l'Empire romain païen. C'était autre chose quand même, c'était beaucoup plus glorieux. Donc voilà les débuts de l'islam en Algérie et en Tunisie. Bon, ça c'était un petit rappel. Donc on sait qu'après, le catholicisme va un petit peu continuer à vivoter pendant jusqu'au début du 8e siècle, quelque chose comme ça. Non, même un peu après, fin du 8e siècle. Il y a encore quelques traces de quelques évêques par-ci par-là. Les pauvres, ils sont complètement isolés parce qu'ils sont désormais sous le joug des musulmans. Mais encore une fois, c'est quand même l'ironie, quoi. Que de nos jours, les nationalistes arabes, je pense surtout dans les coins comme l'Algérie, la Libye, ont soutenu à fond le panafricanisme, alors que leurs ancêtres ont été les pires colonisateurs et esclavagistes. C'est quand même incroyable, c'est quand même vraiment de l'hypocrisie, quoi. Mais surtout les arabo-musulmans, parce qu'effectivement, beaucoup de berbères... Oui, je parle des arabo-musulmans, hein, bien sûr. C'est eux qui ont envahi, en fait. C'est eux qui ont envahi l'histoire que je viens de lire. Ce sont des arabo-musulmans qui débarquent... Oui, c'est ce que je dis, bien sûr. Voilà. C'est ça. Qui débarquent de Syrie ou en tout cas de la péninsule arabique, qui sont absolument... Enfin, qui n'ont rien à faire en Afrique. Qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à faire, ouais, c'est ça. Déjà parce que ce sont des infidèles, et en plus de ça, ce sont des envahisseurs. Et après, ils vont nous faire des leçons. Alors qu'eux, c'est 100 fois pire, quoi. Leur religion permet l'esclavage. C'est dans leur texte. Mais bien sûr, et tu fais bien de le rappeler, parce que j'avais oublié de le dire, que là, on est quelques années après la mort de Mohamed, le faux prophète, et donc ces mecs-là, en fait, quand ils font ça, quand ils pillent, ils violent, ils massacrent, ils volent, ils prennent des centaines d'esclaves. J'ai un autre texte que j'ai pas ici, mais où ils rapportent aussi en détail le nombre de femmes, de gens, enfin de vieillards qui ont été tués, de femmes qui ont été emportées, enfin c'est horrible. Il faut bien voir que ces gens-là, parce qu'aujourd'hui on nous dit oui, l'État islamique c'est pas des vrais musulmans, voyez-vous, mais c'est des vrais musulmans. Et ces mecs-là, ce Ibn al-Zubayr, eh bien il a suivi l'exemple de Mohamed qui faisait exactement la même chose quelques années plus tôt. Regardez comment Mohamed a fait le fameux siège de Raïbar quand il a attaqué cette ville. Donc ça c'est dans la péninsule arabique, il a fait quoi? Il a attaqué, il a pillé, il a tué, il a même pris de force la femme du chef local, il en a fait l'une de ses femmes. Bon, ils ont suivi l'exemple de Mohamed. Au moins Daesh, ils l'assument, ils le disent, ils l'assument, voilà. Mais c'est ça le vrai islam, enfin c'est l'islam, quoi. Bref, donc effectivement, comme tu dis, il ferait bien de il y a quelques problèmes, si tu veux, de cohérence, exactement. Et même d'identité chez nos pauvres amis algériens, surtout moi ça me fait de la peine quand je les vois... Je sais que au niveau ethnologique aujourd'hui c'est complexe parce qu'il y a eu plein d'apports forcément d'Arabes, de Perses, de Turcs, d'Européens. À cause de l'histoire complexe évidemment, notamment en Algérie, c'est particulier. Mais quand même, si on observe d'ailleurs aujourd'hui encore les études ethnographiques et surtout génétiques, l'immense majorité des Algériens, des Marocains, des Tunisiens sont de race berbère essentiellement. D'accord. Et même la version d'arabe qu'ils pratiquent. Il est plein de formulations typiquement berbères. Les dialectes, ça c'est aussi rigolo, mais bon, Mais pour eux, ce sont des Arabes, peu importe. En tout cas, c'est vraiment, moi, ça nous prend au cœur quand on voit ça. Ça nous prend au cœur parce que on a une grande affection pour l'Afrique du Nord, et donc quand on voit
la gloire que c'était et comment ça a été voilà pulvérisé comme ça, grand châtiment évidemment, grand châtiment, mais le pape Pie XII, dans son adresse aux évêques algériens en 1939, justement, rappelait que voilà, cette terre qui comptait à une époque, hein, l'Algérie, 800 évêques. À une époque, il y avait 800 évêques, c'est Oufti, incroyable. Hein. d'accord. Je sais même pas s'il y en a eu, s'il y en a jamais eu autant en France, mais c'est énorme, 800 évêques. Ça, c'était l'Algérie catholique, pardon, à l'époque. Et donc, ben, forcément, les catholiques ont été soit tués, soit réduits en esclavage, soit expulsés, soit ils sont partis d'eux-mêmes parce que ben, tout le pays avait été conquis par les musulmans. Bon. Et donc après, l'histoire des chrétiens en Algérie pendant des siècles, c'est plutôt des histoires douloureuses, puisque ce sont plutôt les histoires des captifs, n'est-ce pas? On connaît toutes ces histoires de barbaresque. En fait, pendant longtemps, les relations entre l'Afrique du Nord musulmane, islamisée, et l'Europe chrétienne, surtout l'Europe du Sud catholique, ben, ce sont des rapports en fait de force, soit de trafic d'esclaves, et surtout dans un sens en fait, parce que autant vous avez des marchands, des sales crapules vénitiennes, des Vénitiens qui vont acheter, faire du trafic avec les marchands, les commerçants musulmans qui sont sur ces côtes-là, mais surtout, on sait très bien que pendant des siècles et des siècles, eh bien, dès le 8e siècle, en fait, vous avez une pratique qui va durer jusqu'au 19e siècle, qui va être que tous ces ports qui sont sur la côte, à Alger, tout ça, bon, eh bien, ce sont des repères de barbaresques, de pirates qui s'élancent avec des petits navires sur les côtes, en Sicile, dans le sud de l'Italie, en Corse, en Sardaigne, dans le sud de la France, en Provence, en Espagne. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Eh bien, ils vont dans des villages isolés et ils raflent tout le monde. Ils prennent des hommes, surtout des femmes, mais aussi des hommes, des jeunes enfants, et ils les rapportent pour en faire des esclaves et les vendre. Et ça a duré pendant des siècles. Et selon les spécialistes, ça se compte à peu près entre 10 et 15 millions d'Européens qui ont été comme ça rasiés sur les côtes du sud de l'Europe. 10 à 15 millions de personnes. Donc que ces gens ne viennent jamais nous faire aucune leçon au niveau des soi-disant crimes, je sais même pas quoi, enfin bon, voilà, il faut pas quand même se moquer du monde. Et en plus, ce qu'ils font dans le nord, ils le font aussi dans le sud, hein, évidemment. Comment? Ce qu'ils font dans le nord, les razzias qu'ils font dans le nord, ils le font aussi dans le sud. Ah oui. Évidemment. Bien sûr, oui, ça va dans les deux sens. Hein. Ils le font en Europe et ils vont aussi le faire avec les. Bon, là, ce sera plutôt. Là, du coup, dans le sud, c'est un peu différent parce qu'ils vont plutôt se baser sur les Maliens, sur les Soudanais, qui eux vont aller rasier les subsahariens. C'est un peu différent parce qu'en général, oui, il y a un intermédiaire, tu veux dire. Ouais, et en général, les arabo-musulmans n'allaient jamais trop profond, on va dire, en dessous du Sahara. C'était voilà un peu. C'est un peu comme les Européens, tu vois, les trafiquants européens, comme je disais tout à l'heure, ils n'allaient jamais pénétrer à fond dans le pays parce que voilà, c'est ça. Numériquement, c'était pas possible. Bon, donc effectivement, donc c'est pendant longtemps, malheureusement, ça a été cette histoire et donc les chrétiens en fait qui restaient en Algérie ou en Tunisie, en fait c'était des esclaves. Et donc là, il y a des quantités d'histoires, mais vraiment émouvantes, voilà, de ces gens qui sont dans les geôles. Alors des histoires parfois émouvantes parce que vous avez des martyrs. Hein, alors là, j'ai plus leur nom en tête, mais vous avez des quantités de martyrs et on pourrait aussi parler bien sûr de l'Espagne sous domination musulmane. Là aussi, vous avez des très 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 grands martyrs qui sont morts en haine de la foi, des gens qui sont morts en professant la foi du Christ. Mais bon, ça c'est l'Espagne, là on parle de l'Afrique. Et d'ailleurs, je mentionne que aussi vous avez eu des ordres entiers qui ont été créés, je crois que c'était notamment l'ordre de Saint-Pierre Nolasque, si je ne me trompe pas, qui avait été créé justement précisément pour racheter des captifs aux émirs musulmans qui étaient donc en Algérie, en Tunisie, au Maroc, quoi. Donc ça aussi, c'est aussi une particularité de la chrétienté, parce que moi, j'ai beaucoup étudié, tu vois, toute cette histoire de l'Afrique, et j'ai jamais vu un seul roi africain qui ait monté une association pour racheter les esclaves qui étaient partis en Amérique. Hein. J'ai jamais vu ça. Je les ai vus vendre, oui, mais j'ai jamais vu se plaindre ou comment dire, voilà, monter une association pour racheter les captifs, alors qu'en Europe, dans l'Europe catholique du moins, eh bien pendant des siècles, vous aviez effectivement des œuvres, des gens en fait vous aviez des membres de leur famille qui étaient capturés, qui étaient enlevés, ils savaient très bien qu'en face de ça, généralement les musulmans en fait les gardaient un petit peu parce qu'ils exigeaient des rançons. Et s'ils n'obtenaient pas de rançon, ils vendaient ils allaient vendre la femme comme la pauvre femme comme je sais pas prostituée ou comme dans un harem, ou sinon ils allaient vendre un tel pour en faire un janissaire, etc., etc. Donc
Ça a été la réalité épouvantable pendant des siècles. Hein. Imaginez-vous un peu vivre dans des villages isolés dans le sud de la Provence. Ça ne devait pas être drôle. Vous pouviez vous faire choper comme ça un petit matin et finir dans une cale à Alger. Bon, et donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce trafic-là, il va durer longtemps. Il va durer jusqu'au 19e siècle, jusque dans les années 1820. Et là, on va passer concrètement au chapitre colonisation. Voilà. Évidemment, c'est pas au hasard. Voilà, bien sûr, parce qu'en gros, là encore, l'histoire de la colonisation française, c'est une histoire tragique, parce qu'elle aurait pu être glorieuse, parce qu'elle a commencé dans la gloire, elle a commencé avec un état d'esprit catholique. Le problème de la colonisation et de toute conquête militaire, c'est que si elle n'est pas faite selon la justice, c'est-à-dire selon les lois, selon la foi catholique et pour l'extension du règne du Christ roi, eh bien, de notre point de vue, c'est forcément illégitime, tu vois, c'est forcément injuste, il y a forcément des problèmes derrière, enfin, sauf si c'est de la guerre défensive, mais en général, voilà, là on a parlé des musulmans qui viennent, qui ont envahi l'Afrique du Nord, ils n'avaient aucune justification, ni spirituellement, ni temporellement. Mais d'un point de vue catholique, les choses sont différentes. Si on va conquérir une terre, eh bien, on étend le règne du Christ, donc on peut avoir des justifications dans une certaine mesure. Et justement, là on avait beaucoup de justifications, parce que nous étions dans les années 20 en France, on était enfin débarrassé pendant un temps, temporairement, de l'affreux régime de la Première République. On était débarrassé de l'impie Napoléon. Et on a eu Louis XVIII, qui n'était pas vraiment formidable, qui était un peu tiède, mais enfin, après Louis XVIII, on a eu Charles X, qui était un Bourbon, qui n'était pas parfait lui-même. Voilà, comme les Bourbons de cette époque, c'était pas forcément parfait, mais peu importe. En tout cas, il a vraiment fait un effort pour recatholiciser de façon radicale la France. Et je dis vraiment de façon radicale. Hein. Il y a eu on sort un peu du sujet, mais regardez un peu la querelle, c'était, je crois, de l'éducation, des lois. En gros, Charles X était entouré de ce qu'on appelait les ultras. Les ultras, c'était un cabinet de ministres, enfin, c'était tous ses conseillers, tout son entourage politique, et c'était des catholiques ultramontains radicaux. C'était des gars qui plaisantaient pas, qui avaient bien conscience de tous les dégâts qui avaient été causés par la Révolution, par toutes ces idées-là, par le libéralisme qui arrivait déjà aussi, et tout leur combat, en fait, en France, ça a été en fait contre les libéraux et contre les révolutionnaires qui étaient en fait un petit peu la gauche avant la gauche. Hein. Voilà. Ça l'a pas empêché d'être franc-maçon, hein, mais bon, c'est un autre débat. Oui, mais bon, c'est un peu comme Louis XVI, quoi. C'est des mecs qui à cette époque pensaient, voilà, c'était une société d'amitié ou de je sais pas quoi, mais. Oui, mais on en a parlé, dans une autre émission. Voilà, malheureusement, quoi. Mais après, c'est vrai que Charles X, quand même, je pense que c'était un de ces types qui était pas du tout en formation du type Troisième République. Hein, oui, non, moi j'ai bien compris, on est bien d'accord. Justement, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans l'émission en question. Tout à fait. C'était plus par naïveté. Je pense qu'à la fin de sa vie, il me semble qu'il s'est un peu détaché de tout ça pour comprendre un peu, voilà. Il a un peu compris, voilà, un peu que c'était une grosse bêtise. Bon, en tout cas, dans son règne, il a vraiment tout fait pour recatholiciser de façon radicale la France. Et donc, lorsque vous avez les problèmes qui commencent avec la fameuse dette là qu'il y avait, il y avait un problème en fait. À la base, la conquête de l'Algérie commence par une histoire de dette. Je crois que c'était l'ambassadeur français qui allait là-bas, qui avait reçu une gifle de la part d'un représentant de la régence d'Alger pour une dette insignifiante que devait la France à la régence ou un truc comme ça. Bon, un motif un peu idiot, mais surtout. Ce que les Français catholiques à cette époque voyaient, c'est que les barbaresques, ça continuait, ça empirait, ça continuait, et ça devenait intolérable. Voilà, tout ce trafic esclavagiste, ça devenait intolérable qu'un pays comme la France se fasse piller comme ça par ces pirates, par ces barbares. Bon. Et du coup, eh bien, Charles X a dit, c'en est trop, maintenant on va aller conquérir l'Algérie, en tout cas on va aller mettre en pièces cette régence d'Alger, mais leur état d'esprit était très différent de la colonisation d'après, parce que dans leur état d'esprit, et si vous lisez en fait les déclarations de Charles X et de ses ministres, ils vous disent, nous allons là-bas avec l'esprit de nos ancêtres, avec l'esprit des croisés, nous allons là-bas pour, avec l'étendard du Christ, enfin je résume, avec l'étendard du Christ pour imposer la croix. Donc leur idée c'était ça, c'était une conquête catholique. Pour eux,
ils allaient reconquérir l'Algérie catholique. Hein. C'était pas. Très bien, ouais, très bon, très très bon. D'accord. C'était ça leur état d'esprit. Et Charles X a demandé, je crois, lorsqu'il y a eu l'expédition d'Alger, donc c'était début, enfin ça a commencé en début de l'année en fait 1830, hein, c'est là qu'ils sont partis, etc. Mai-juin 1830, un truc comme ça. Charles X demande à tout le clergé de lancer des prières, des rosaires, des machins, enfin voilà, vraiment de mobiliser toute la France catholique, prier pour la réussite de cette entreprise. Et cette entreprise réussit de façon magnifique. Les généraux arrivent là-bas, ils prennent, tout de suite, ils arrivent. Je crois que c'était le général de Bourmont. Il prend le palais donc du D ou du B, je sais plus si on dit B ou D d'Alger, enfin le dirigeant, le gouvernement local. Il prend le palais, immédiatement, il fait donner une messe. Immédiatement. Messe tout de suite. Action de grâce, on remercie Dieu, etc. Ils prennent des mosquées, immédiatement, ils la transforment en église, etc., etc. Et ceci, sans aucune... Enfin, la résistance, en fait, des Algériens, enfin, des musulmans qui sont là-bas, était très faible, donc ils ont facilement capitulé. Et même, ça, on le voit très bien si vous lisez il y a énormément de livres hein, sur l'histoire il y a beaucoup de clercs qui ont écrit justement l'histoire de l'Algérie depuis 1830, et ils racontent très bien comment les émirs et les oulémas musulmans locaux, en fait, ont été très contents, enfin, d'une certaine façon, ont été contents de voir que les Français qui arrivaient, c'était des gens qui respectaient Dieu. Et ils leur ont même donné, je ne sais plus quel était le nom de ce responsable musulman algérien, mais il leur a même donné, il leur a dit, prenez cette mosquée, transformez-la en église, nous sommes très contents de voir que voilà, nous avons face à nous des vrais croyants. Et ça, c'est capital pour comprendre la suite. Parce que ce qui va se passer, en fait, c'est maintenant la partie tragique. Et ça, c'est vraiment, là encore, c'est une honte. C'est une vraie honte de la France pour laquelle nous devons vraiment nous repentir. Parce que, en juillet 1830, Charles X est renversé par une coalition des libéraux, donc les héritiers de la droite libérale actuelle, hein, aujourd'hui. Les libéraux s'allient avec les héritiers des Jacobins, donc en gros la gauche, hein, pour renverser Charles X. C'est ce qu'on appelle la fameuse révolution là, des Trois Glorieuses. Ils le renversent parce que, en gros, parce que voilà, le régime de Charles X était vraiment catholique carabiné, avec loi de censure pour toute la presse anticatholique. Tout ce qu'on aime. Voilà, ils faisaient tout ce qu'il fallait hein, pour vraiment faire ça, mais sauf que malheureusement, une grande partie du pays et de certaines élites politiques étaient pourries par l'esprit de la Révolution, également par le libéralisme, et ce sont ces gens-là qui ont renversé le dernier régime catholique que nous avons eu en France. Donc là, c'est pas une histoire. Hein, là, je rappelle aussi pour nos amis patriotes, machin. Rappelez-vous toujours que tous nos malheurs, ils viennent de ce rejet de la foi catholique. Donc voilà, il faut qu'on se réforme à ce niveau-là. Bon, donc le régime est renversé. Et du coup, à ce moment-là, vous avez le régime de Louis-Philippe qui arrive. Louis-Philippe, donc le fils du régicide, c'est un libéral complet. Alors c'est pas forcément un révolutionnaire dans l'esprit des Jacobins, mais c'est un libéral. Donc c'est du pareil au même pour nous. Ouais, voilà. Pas du tout un mec zélé au niveau de la foi catholique, même pas du tout d'ailleurs, évidemment. Et donc là, évidemment, vous imaginez que le projet de reconquête de l'Algérie catholique, eh bien, il change complètement. Là, c'est plus reconquête de l'Algérie catholique, c'est juste colonisation de l'Algérie à des fins strictement matérielles, mercantiles. Et là, c'est vraiment désastreux parce que alors pendant à peu près 10-15 ans, vous avez une administration militaire. Donc là, vous avez encore un certain nombre de généraux catholiques qui vont... Voilà, sous Louis-Philippe, le clergé s'installe sans beaucoup de moyens et essaye en fait de poser les premiers jalons pour les missions qu'ils vont lancer plus tard. Parce qu'évidemment, du point de vue de l'Église, même si elle déplore évidemment la chute de Charles X, ben, l'Église, elle saute de joie, elle se dit, mais c'est vraiment je crois qu'il y a un texte, je ne sais plus quel était le pape de l'époque, hein, Grégoire XVI peut-être, mais qui se dit, quelle ironie que voilà finalement, eh bien, ce soit à cette époque cette époque si troublée, que nous reprenions pied sur cette auguste terre chrétienne d'Afrique, etc., etc. Donc l'Église évidemment est très contente parce qu'elle va pouvoir reprendre ce qui nous appartient, tous ces diocèses antiques, etc. Donc, et on n'a pas oublié tout le bien que l'Afrique du Nord a fait à la Sainte Église, hein, bien entendu. Bien sûr, tous les saints qu'ils ont donnés, voilà.
on pourrait pas les compter, même pas dans un livre. Je sais pas si ce serait assez. Il y a tellement de saints là-bas. Bon. Mais tout justement ce passé, il est encore, bien sûr, bien présent dans la tête du clergé européen, du clergé romain, du clergé français. Il se rappelle de tout ça. Et là, vous avez des livres magnifiques. Là, il y a un grand enthousiasme. Voilà, on va rechristianiser l'Afrique du Nord. Magnifique. C'est vraiment voilà une grande grâce de la Providence. Superbe. Bon, le problème en face de ça, c'est que nous avons un régime français qui est qui est de plus en plus anti-chrétien. De plus en plus, alors sous Louis-Philippe, comme dit, c'est un gouvernement militaire, donc c'est compliqué parce qu'en même temps, vous avez ce qu'on appelle la guerre de pacification, entre guillemets. Donc là, malheureusement, le gouvernement se livre à des massacres assez épouvantables, mais en même temps, vous avez aussi des bandes. Parce qu'évidemment, la régence d'Alger, bon, c'était déjà un pays, avant la conquête des Français, c'était déjà un pays qui était quand même une administration assez relâchée. Hein. Vous aviez quand même des parties assez, voilà, vous aviez Alger, mais vous aviez aussi Tlemcen, d'autres coins dans le sud qui étaient voilà complètement pas l'anarchie, mais je veux dire, vous aviez voilà des potentats locaux qui faisaient un peu comme ils voulaient, quoi. Donc en fait, pour administrer tout le pays, bah forcément, malheureusement, il fallait quand même faire la guerre, et donc voilà, vous aviez aussi des factions de tribus berbères qui eux attaquaient. Qui allaient attaquer, tuer des gens comme ça. Bon, voilà, c'était pendant un certain temps la guerre. Mais bon, ça c'est presque normal, on va dire. Mais tout ça pour dire que voilà, l'Église s'organise pour voilà instituer envoyer des missions, notamment les jésuites au début. Ensuite, vous avez eu des sœurs qui sont venues, voilà, pour installer des hôpitaux, tout ça. Bon, là où ça commence vraiment à se corser salement, c'est vraiment à partir de la Deuxième République et à partir du règne de Louis-Napoléon. Et même déjà en fait, dès le règne de Louis-Philippe, en fait. Et là, je renvoie à tous les auditeurs, je vais pas faire le détail hein, pour aller vite, mais je renvoie les auditeurs au fil des postes, vous tapez Algérie dans la barre de recherche, et vous trouverez tout plein de textes des évêques, des grands évêques algériens de l'époque, qui racontent toute cette histoire, et qui vous racontent vraiment le gâchis que ça a été. Parce que déjà, Louis-Philippe, en fait, déjà à son époque, ils vont interdire en fait carrément le clergé de faire son apostolat, sous des prétextes complètement bidons. Alors, un coup, ça va être, oui, il faut faire attention parce que c'est dangereux, il y a la guerre. Un autre coup, ça va être, et surtout sous la Troisième République, le prétexte, ça va être, en général, et sous Louis-Napoléon aussi, ça va être, ah oui, mais nous, on garantit la laïcité et donc la liberté de culte. Donc, en quelque sorte, vous ne devez pas faire de prosélytisme. Donc déjà, interdiction de prosélytisme sous des principes complètement impies et condamnés par l'Église. Hein. Je rappelle que c'est l'époque du libéralisme. Voilà, qui va être condamné puissamment par tous les papes de l'époque, hein, notamment par déjà Mira Rivos, ensuite Pie IX, pardon. Et ensuite, sous la Troisième République, là, on passe carrément à un autre niveau. Là, c'est carrément, on vous interdit de diffuser la foi catholique. On vous interdit même d'approcher, d'adresser la parole aux indigènes, parce que ça peut les fanatiser, ça peut créer des troubles, etc., etc. C'était des prétextes complètement bidons. Tous les clercs catholiques qui étaient à l'époque, tous vous racontent la même chose. Hein, ils vous disent, on nous interdisait carrément de faire notre travail d'apostolat. Je renvoie notamment au livre de Monseigneur Pons, très bon livre justement sur l'histoire de l'Algérie catholique depuis 1830, et il rappelle très bien que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les émirs, les oulémas, les autorités musulmanes locales ont été contentes au début de voir le général de Beaumont, les premiers généraux catholiques quand ils sont arrivés, exalter la foi, etc. Ils ont été très contents parce qu'ils avaient déjà dans l'idée, et ça c'est une citation que Monseigneur Pons rapporte d'un émir de l'époque, qui dit que nous avions, en tant que musulmans algériens, on avait l'idée que les Français c'était des mécréants, quoi, c'était des impies, des gens qui respectaient pas la religion, etc., etc. Parce qu'évidemment, ils avaient vu tout ce qui se passait avec la Révolution française. Hein. Et ça leur avait pas échappé. Donc pour eux, la France était devenue complètement impie et respectait plus leur religion. Et donc en fait, les oulémas, les autorités musulmanes et les émirs en général avaient beaucoup de respect pour le clergé catholique, surtout que les histoires des premiers jésuites qui arrivent, qui évangélisent, enfin c'est héroïque, les gars qui traversent le désert comme ça sur un âne, qui s'arrêtent avec des bédouins, qui mangent avec eux, enfin c'est magnifique quand vous voyez ces histoires parce que ils étaient vraiment très respectés par la population parce qu'ils se disaient voilà, ces mecs-là sont vraiment des gens de Dieu, quoi. Ce sont des vrais croyants, donc ils avaient du respect pour eux. Par contre,
les choses ont commencé vraiment, parce qu'on dit souvent, aujourd'hui, l'histoire de l'Algérie française, évidemment, elle est vue par des yeux de gens, voilà, des patriotes qui sont un peu revanchards et qui en fait n'ont pas une vision catholique des choses. Ils pleurent sur l'Algérie française, bouhou, on a perdu, ils ont été méchants, ils nous ont massacrés. Alors certes, il y a eu des massacres, le FLN, c'est pas du tout ma tasse de thé, ça c'est clair et net. Mais il faut bien voir aussi que, c'est pour ça que je dis que c'est la deuxième honte de l'histoire contemporaine de la France, c'est cette colonisation impie, cette colonisation qui a été faite complètement sur des principes maçonniques, matérialistes, mercantilistes, anticatholiques, où cet État a tout fait, non seulement pendant que l'État, la Troisième République notamment, combattait la religion, la foi catholique en France, et bien en même temps, elle l'a combattait d'autant plus fort en Algérie. Donc c'est un crime épouvantable, parce que ça a fait capoter tout le projet, et en fait, on peut même se dire que en fait, ce projet ne pouvait aller nulle part, en fait, si c'était pas pour répandre la foi catholique. Exactement. Qu'est-ce qu'on a apporté du coup? Bah oui, parce que qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va construire des trucs, des bâtiments, des routes, machin, mais ok, c'est très bien, mais le problème, et ça le clergé catholique l'a très bien répété, il disait que le Père Avril en parle très bien justement, le Père Avril, qui est né en Algérie, hein, qui a grandi en Algérie, qui a fait son petit et son grand séminaire là-bas, qui a écrit un excellent livre justement sur qui s'appelle La 13e croisade, où il parle très bien de tout ça, il rappelle vraiment comment lui, en tant que catholique algérien, franco-algérien, eh bien, il a vraiment souffert de ce gâchis, de ce crime, parce que il y avait plusieurs choses vraiment terribles. C'est-à-dire que non seulement on empêchait le clergé de faire son travail, d'évangéliser, d'un autre côté, les colons qui s'installaient en Algérie, beaucoup d'entre eux n'étaient pas catholiques. Il y en avait beaucoup d'entre eux, en fait, qui étaient, surtout au début, qui étaient un peu des gens qu'on ne voulait pas en France. Hein. C'était un peu des socialistes, après c'était des utopistes, des gens qui avaient un peu du rebut de la société, des gens avec des idées un peu révolutionnaires, en tout cas des gens qui n'avaient pas des idées catholiques. Et donc le Père Avril nous dit, vous imaginez bien que le problème c'est que au fur et à mesure, et ça on le voit, hein, ce sont des émirs et des Algériens, enfin des Berbères eux-mêmes qui le disent, qui disent que le problème c'est que là, on a des autorités face à nous qui sont impies, qui sont irreligieuses, et je crois qu'il y en a même un qui dit que voilà, le gros problème qu'on a en Algérie, en tant que nous, berbères algériens, c'est pas tellement le fait qu'il y ait eu, si vous voulez, une compétition chrétien-musulman. Le vrai problème, c'est plutôt l'irreligion, l'athéisme, ou en tout cas le laïcisme de ces autorités. Et c'est ça, et eux-mêmes voyaient que c'était ça qui allait poser un gros problème. Parce que les Algériens s'attendaient, en fait, à la base, à ce que les Français viennent imposer le catholicisme. Et ils y auraient été tout à fait disposés. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Complètement, je suis certain. Au contraire, les autorités françaises ont combattu le catholicisme tout en finançant l'islam. Les gens aujourd'hui se plaignent, oh là là, il y a l'invasion des musulmans, les musulmans nous contrôlent, machin. Mais attendez, c'est l'État français qui, déjà à cette époque, la Troisième République, finançait les mosquées en Algérie, finançait le culte musulman, finançait même les voyages à la Mecque. Pendant ce temps, on coupait les vivres au cardinal Lavigerie, quand le cardinal Lavigerie avait installé, par exemple, des villages chrétiens, parce que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il avait recueilli des orphelins lors des famines des années 70-80, et il les avait installés justement dans des villages en Kabylie, dans les Ataf, les villages de Saint-Cyprien et Sainte-Monique, où il avait dit, finalement, puisqu'on nous interdit d'approcher en fait les Algériens musulmans, de les convertir, de les évangéliser, tout ce qu'on peut faire finalement, c'est ça, c'est soit prêcher auprès des Européens, mais bon, à quoi bon, ils sont déjà catholiques, soit prendre des orphelins, des gens qui n'ont personne, et voilà, et en faire des catholiques, et de les mettre dans un village séparé. Donc vous imaginez un peu la complexité du travail, l'ingratitude, enfin le travail ingrat qu'ont dû faire pendant des décennies ce pauvre clergé catholique algérien, ça a été terrible pour eux. Parce que en même temps, et ça encore une fois, je vais terminer à peu près là-dessus, mais en même temps, le Père Avril nous raconte que ce qui était le plus pernicieux là-dedans, c'est que la Troisième République combattait le catholicisme, mais en même temps, il se servait du catholicisme comme moyen de propagande patriotique. Et ça créait un très mauvais mélange des genres, qui a d'ailleurs été condamné par Benoît XV dans sa lettre, je ne sais plus le nom de la lettre, mais c'est une lettre justement une encyclique qu'il envoie aux missionnaires,
que vous pouvez trouver sur le fil des postes. Et Benoît XV dit, attention, les missionnaires, je vois que, en gros, je résume, je vois que certains d'entre vous confondent le travail de missionnaire, votre apostolat de missionnaire, et votre, si vous voulez, votre sentiment patriotique. Mais vous ne devez pas confondre tout. Quand vous êtes missionnaire en Afrique, en Algérie et ailleurs, vous venez au nom du Christ. Vous venez pas au nom de la France, vous venez pas au nom de la Belgique ou je sais pas quoi. Vous venez au nom de l'Église et au nom du Christ. Donc ne mélangez pas tout. Donc ils voyaient ça déjà, cette tendance chez certains clercs. Bon, On en a parlé aussi sur l'émission sur l'histoire de la Belgique, quand on a ouvert le chapitre sur la colonisation. On évoquait déjà le problème. Ouais. Donc, bon, ils n'étaient pas forcément mal intentionnés, tous ces prêtres, mais le problème, c'est qu'en même temps, eh bien, la République mécréante, eh bien, elle se servait un petit peu, voilà, c'est un peu comme on le voit, tu sais, dans l'histoire, enfin, bon, comme tu es belge, je sais pas, mais en tout cas, dans l'histoire des manuels d'histoire de la Troisième République, on voit qu'ils récupèrent parfois Jeanne d'Arc, ils vont récupérer le chevalier Bayard, tu vois, un peu des gloires de l'histoire de France, mais pour les républicaniser, en gros. Mais c'est aussi le côté identitarisme que je critique beaucoup souvent. Mais c'est ça, et c'est ça le danger, mais tout à fait, c'est un peu le danger qu'on voit. Et c'est... Catholicisme par identité, non. C'est voilà. Catholicisme par vérité, tu vois. C'est ça, on peut pas faire du catholicisme un truc patrimonial ou quoi que ce soit. Non, c'est un truc vivant, c'est un truc qui se vit, dans l'action, dans la prière, mais aussi dans l'action dans la cité, dans la vie politique, dans la vie individuelle. C'est pas juste un décor, une jolie carte postale. Non, c'est quelque chose de vrai. Sinon, c'est l'hypocrisie. Ouais. Sinon, c'est l'hypocrisie, et c'est pire que ça, c'est carrément, je dirais presque du blasphème. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est ça, et c'est ce que le Père Avril montre très bien. Il montre que le problème, c'est que comme cet État, la Troisième République, réduisait les Berbères, les Algériens, à un état de sous-citoyens, de sous-hommes, enfin de citoyens de seconde zone, en gros. Et on ne sait même pas pour quelle raison, alors que le clergé catholique disait, mais ces gens-là, pourquoi est-ce que vous les laissez... Enfin, en gros, le clergé catholique disait, mais quel est le but de cette colonisation? Nous, on vient pour évangéliser, mais vous, les républicains ou les laïcards, vous venez pour répandre quoi? À part le trafic, le commerce, voilà, pour profiter, en gros, de l'Algérie, profiter du travail des Algériens, profiter du commerce, ou répandre votre idéologie des Lumières. Mais à part ça, ça sert à quoi? Parce que ce que vous récoltez en réalité, c'est que les Algériens ne vous respectent pas parce que vous êtes impie. En plus de ça, il faut voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans la Casbah à l'époque. Hein, je veux dire, les gens, ils allaient s'encanailler. Hein, faut voir que les gens allaient s'encanailler en Algérie, hein, pour aller dans des maisons closes, dans les bars, etc. Hein. Et si vous lisez les livres de Drieux La Rochelle, il parle très bien de ça. Hein. C'était vraiment pas glorieux. Moi, quand on me parle, voilà, que la France a tout construit en Algérie, ben je veux bien. C'est sûr qu'on a construit plein de belles choses, des bâtiments, des trucs, mais si c'était pas pour diffuser la foi catholique, ça servait à quoi? Ça servait à quoi de réduire ces gens à un état de sous-citoyens qui ne pouvait que les amener à une détestation, en fait, non seulement de la France, mais en plus du catholicisme, alors que le catholicisme n'avait rien à voir là-dedans. Et c'est pour ça aussi que c'est parti en vrille très, très rapidement, et que d'ailleurs ce qu'on appelle les synarchistes ont très rapidement compris, déjà dans les années 40-50, qu'en fait il fallait liquider l'Algérie française, parce qu'en fait ça menait nulle part, parce que tout simplement c'est ça le crapule de la Troisième République qui nous disait non, vous devez surtout pas faire de prosélytisme parce que ça va fanatiser les musulmans. Mais quelle hypocrisie, alors qu'au contraire c'est le laïcisme qui a fanatisé, qui a ramené l'islam. Il faut bien voir que l'islam, avant l'arrivée des Français en Algérie, avant 1830, était moribond en Algérie. C'était complètement... il n'y avait plus aucune structure. Enfin, il y avait certes les structures traditionnelles, mais c'était un peu comme l'État, la régence d'Alger elle-même. Je veux dire, ça partait dans tous les sens. C'était complètement désuni. Et c'est la Troisième République notamment, en tout cas c'est la France mécréante antichrétienne, qui a réveillé l'islamisme en Algérie et qui l'a réinstitué, qui l'a financé et qui lui a permis de s'ajouter justement à la colère populaire nationaliste qui a justement mené à l'insurrection et à la guerre d'Algérie elle-même. On est passé à côté de quelque chose, hein, ça c'est certain. Ah mais plus que ça, moi quand j'étudie souvent cette histoire, mais moi ça me prend aux tripes, hein, ça me rend vraiment presque en colère parce que je me dis mais qu'est-ce qu'on a... Enfin, c'est pas nous, parce que les catholiques, eux, se sont bien comportés. Ils ont fait leur boulot. Ouais, on s'est compris. Ouais. Je parlais en tant que pays. Voilà, mais par contre,
les gens se plaignent, enfin, tu vois, on en avait déjà parlé, mais pour terminer là-dessus, tu sais, il y a toujours ces histoires de repentance. Et moi, je suis d'accord que aujourd'hui, tu as toute cette propagande gauchiste, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui veut faire se repentir le monde blanc, les blancs, ou les Français, les Européens, pour tout et n'importe quoi. Mais moi, je dis qu'il y a des sujets de repentance qui sont justifiés. Et généralement, c'est sûrement pas ceux, évidemment, qui sont apportés par les gauchistes. Mais moi, je vous dis qu'en tant que catholique, mais effectivement, si on doit se repentir au moins d'une chose par rapport à la colonisation, surtout en Algérie, c'est vraiment, en tout cas, la République devrait se repentir d'avoir empêché la rechristianisation de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, on en voit les conséquences avec l'immigration de masse, avec l'islamisation, enfin l'islam, avec toute cette détestation qu'il y a d'une part enfin qu'il y a des deux côtés en fait, hein, parce qu'on voit aussi beaucoup de gens en France qui, notamment bon, certains pieds noirs, bon, qui ont forcément une histoire un peu compliquée, ça je comprends très bien, hein, c'est sûr, et qui pouvaient rien là-dedans, mais je veux dire, tout ceci n'a apporté que de la haine, que du désordre, alors qu'on aurait pu, Ouais. alors que si on avait évangélisé l'Algérie, ben la France en serait sortie grandie et l'Algérie aussi. Et quand bien même, bien entendu, l'Algérie, à un moment donné, aurait pris son indépendance, ça aurait plus du tout été le même rapport, quoi. Je veux dire, il peut toujours avoir une petite entente et surtout, bah voilà, un pays catholique de plus, quoi, bien entendu, hein. On Euh, aurait pu éradiquer l'islam de ouais. l'Algérie. Hein. Et qui sait ce que ça aurait pu donner, ça aurait pu déteindre sur d'autres pays aux Mais alentours, quoi, oui, bien entendu, hein. bien sûr. Et bah, nous, c'est un petit peu différent, hein. Les Belges au Congo, voilà, le divorce n'a pas été facile non plus, évidemment, hein, on va pas se mentir. Il y a eu des missions, évidemment, il y a évidemment beaucoup de missions, ça s'est pas du tout passé comme ça, et c'est pas le même niveau voilà, de haine que connaissent les Français avec l'Algérie, quoi. Les peuples, je parle vraiment des peuples en tant que tels, Belges et Congolais s'entendent bien. Maintenant, tu as la question du panafricanisme qui peut poser problème, avec toute sa propagande mensongère, évidemment, mais je veux dire, les gens en tant que tels s'entendent bien, c'est pas du tout le même rapport, quoi. Ben voilà. Ça, je suppose que c'est ce genre de choses qu'on parlera plus la semaine enfin, par la suite, la semaine prochaine, puisque là, ça fait un moment qu'on enregistre. Donc Ouais. voilà, on va plus parler de la colonisation en Afrique subsaharienne et revenir donc par la suite donc sur la question panafricaine, hein, qui fait partie, je suppose que j'ai bien compris que tu en as bien conscience aussi, des grands enjeux, hein, donc Mm. actuels et de demain, quoi, parce que ça fait, ouais, j'insiste bien parce que voilà, j'ai aussi des petites choses à dire sur le sujet, quoi. Ben, voilà. Très très bien. Parfait. Allez, bah en tout cas un grand merci à toi Guillaume, ce fut comme toujours hein, très très passionnant et très instructif, très enrichissant, hein, comme d'habitude. Voilà, on Bah, fait merci à toi. le plein d'informations et voilà, grosse dédicace à tous nos amis africains, hein, qu'ils soient nord-africains ou subsahariens qui nous écoutent, hein. Les Voilà. Antilles aussi. Allez, bah, très bonne soirée à toi hein, Guillaume, hein. Oui, salut. Une autre prière, hein, salut, hein.